dans les hauteurs sauvages des Rocheuses du Colorado, là où une tempête d'hiver peut tuer en quelques minutes, un jeune homme de 17 ans, Marcus Sheen, enfonça le dernier clou du toit que tout le comté de Summit considérait comme le plus insensé jamais construit. Les familles montagnardes alentour, endurcies par des générations de vie sur ces pentes hostiles, avaient ri de son étrange conception courbée, de ses matériaux inhabituels, de ses idées de « garçon de la ville » qui défiaient la logique des survivants de ces altitudes. Mais Marcus n'était pas un citadin ordinaire. Il était le fils d'un ingénieur en structure mort dans l'effondrement d'un bâtiment à l'étranger, un drame qui lui avait appris dans sa chair ce qui se produit quand un toit cède sous la pression. Alors que ses voisins reproduisaient les méthodes de leur grand-père, Marcus, lui, expérimentait en silence. Il étudiait les catastrophes du monde entier, notant les leçons que d'autres avaient payées de leur vie. À présent, un monstre atmosphérique nommé ouragan Helena fonçait sur leur vallée isolée avec une violence inouïe. Les bulletins météo parlaient d'une tempête du millénaire. Les secours étaient déjà impuissants à atteindre la région, les lignes téléphoniques coupées, et les vieilles cabanes centenaires s'effondraient l'une après l'autre sous le poids du vent et de la glace. Pourtant, dans ce chaos, le toit, stupide, de Marcus devint la frontière entre la vie et la mort. 3 mois plus tôt, Marcus était arrivé à Pine Ridge Valley avec pour seul bagage un vieux sac de sport et les cahiers d'ingénierie de son père. Sa tante Sarah l'avait recueilli à contre-cœur après l'accident tragique survenu à Dhaka, au Bangladesh, où son père consultait sur un projet d'hôpital dont la toiture s'était effondrée sous la mousson. « Tu verras, tu te plairas ici », avait-elle dit, la voix teintée d'un doute qu'elle ne tenta même pas de cacher. C'est calme, simple, bon pour guérir. L'héritage de Marcus consistait en une petite cabane d'un seul tenant, transmise par un grand-oncle qu'il n'avait jamais rencontré. Le toit, un simple pignon couvert de bardeaux, fuyait à 3 endroits. Tandis que ses camarades d'âge travaillaient dans des stations de ski ou préparaient leur dernière année de lycée. Marcus passait l'été à arpenter la vallée, observant les lignes de faîte, les angles de pente, les fractures invisibles des toitures anciennes. Les gens du coin, amicaux mais moqueurs, observaient avec curiosité ce jeune homme solitaire qui griffonnait des courbes dans son carnet et parlait de distribution des charges de vent. Au magasin général, Bill Landry, montagnard de la 4e génération, s'était esclaffé. « Mon garçon, c'est pas comme ça qu'on construit ici. Ces toits-là ont tenu 100 ans, ils tiendront 100 de plus. » Marcus avait simplement hoché la tête, sans répondre. Il avait vu trop de toits, centenaires, s'effondrer à travers le monde. Les carnets de son père étaient remplis de rapports, typhon aux Philippines, tempête de verglas au Canada, ouragan du Golfe. Toujours la même histoire, les structures traditionnelles s'écroulaient, tandis que les modèles aérodynamiques modernes écoulaient le vent, la glace, la peur. Une vision née de la perte. Son projet n'était pas un simple toit courbé, mais une demi-sphère calculée pour répartir la charge uniformément, permettant au vent de glisser sur sa surface au lieu de s'y heurter. Il avait renforcé la charpente à l'aide d'un composite de fibres de carbone, un matériau expérimental que son père testait avant sa mort, et intégré un système d'évacuation inspiré des aqueducs romains. La construction lui prit 6 semaines. Chaque jour, des voisins venaient lui donner des conseils non sollicités, ou hochaient la tête avec pitié devant ceux qu'ils appelaient son « caprice d'enfant savant ». Seule Madame Patterson, la voisine la plus proche, lui apportait parfois un sandwich et un mot aimable. « Tu compliques trop les choses, mon petit. Parfois, les vieilles méthodes sont les meilleures. » Marcus lui répondait toujours d'un sourire courtois, puis reprenait ses calculs, vérifiant encore et encore la répartition des contraintes, selon les formules que son père lui avait apprises. Et dans le silence du crépuscule, il entendait la voix de son père. « Les ingénieurs ne construisent pas pour les jours ordinaires, Marcus. Ils construisent pour le jour impossible, celui qui finit toujours par arriver. » Le jour impossible. Ce jour arriva un mardi matin de septembre. Le service météorologique lança une alerte, un ouragan formé anormalement loin au nord remontait vers les Rocheuses, porté par des vents d'une intensité que personne n'avait jamais enregistrée à cette altitude. Le lendemain, la vallée tout entière s'activa. Les habitants scellaient les fenêtres, rentraient les animaux, vérifiaient les générateurs. Les anciens, habitués aux colères du ciel, affichaient cette prudence mêlée de fatalisme propre aux montagnards. Marcus, lui,
passait la journée à resserrer les ancrages de son toit, à dégager les canaux d'écoulement qu'il avait creusés dans la pente. Le soir, Madame Patterson revint, le front plissé par l'inquiétude. La radio dit que ce sera peut-être la grande, celle qu'on redoutait. Tu es sûr que ton machin tiendra? Marcus leva les yeux vers la silhouette lisse et argentée de son toit, contrastant avec le ciel sombre. Le vent sifflait déjà dans les sapins, charriant l'odeur métallique de la neige à venir. Il est conçu pour pire que ça, répondit-il, la gorge serrée. Il voulait y croire, mais savait que la théorie n'avait jamais garanti la survie. Son père en était la preuve. L'arrivée d'Helena. À l'aube du jeudi, Helena fit son entrée. Le ciel vira du gris au noir d'encre. Les montagnes disparurent derrière un mur de nuages. En quelques heures, la vallée fut coupée du monde. Les vents hurlaient à plus de 200 km à l'heure, tordant les pins, arrachant les antennes, soulevant les toitures comme des feuilles mortes. Dans la cabane de Marcus, la structure résistait. Le toit vibrait mais ne pliait pas. Les rafales glissaient sur sa courbe, déviées comme par une main invisible. Dehors, les cris du vent se mêlaient. Au craquement des cabanes voisines qui s'effondraient les unes après les autres. À travers la tempête, Marcus aperçut la lumière vacillante de la maison des Patterson, dont le toit commençait à se disloquer. Sans réfléchir, il enfila son manteau, agrippa une corde et sortit dans le blizzard. Chaque pas était un combat contre la neige et la rafale. Lorsqu'il atteignit la porte de la vieille femme, une partie de la charpente venait de céder. Il la trouva recroquevillée derrière un meuble, tremblante. « Venez » cria-t-il par-dessus le hurlement du vent. Il l'enveloppa dans une couverture et la guida jusqu'à sa propre cabane, luttant pour garder son équilibre dans la blancheur aveuglante. De retour à l'abri, le toit tint bon. L'air sifflait à travers les joints. La structure gémissait, mais la conception de Marcus faisait son œuvre, le vent glissait, la neige roulait, la pression se dispersait. Pendant des heures, il resta éveillé, observant les capteurs qu'il avait installés, ajustant les tensions, notant chaque vibration. C'était la nuit la plus longue de sa vie et la plus déterminante. Après la tempête. Quand le silence revint, au matin, la vallée n'était plus qu'un champ de ruines gelées. Les toits s'étaient effondrés, les granges aplaties, les lignes électriques arrachées. Le soleil d'hiver filtrait à travers les nuages déchirés, révélant l'étendue du désastre. Mais la cabane de Marcus tenait debout intacte. Autour, des voisins hagards s'approchèrent. Couverts de givre, stupéfaits. Ils contemplaient la courbe argentée du toit qui brillait au-dessus du chaos, comme une arche de salut au milieu des décombres. Bill Andry lui-même, le sceptique du magasin général, en resta bouche bée. Par tous les saints, ton toit a tenu. Marcus ne répondit pas. Il regardait la neige fondre lentement sur la courbe parfaite et pensa à son père. Il murmura. Ce n'était pas un toit stupide, papa. C'était le bon. Quelques mois plus tard, un nouveau chantier s'ouvrit plus bas dans la vallée. Une jeune ingénieure descendue de Denver, Maya Chen, garait son vieux pick-up, la benne remplie de matériaux étranges. Le froid mordait sa peau tandis qu'elle respirait la mince brume du matin. Elle venait tester un système de fondation composite, mélange de matériaux recyclés et de techniques traditionnelles, conçu pour fléchir plutôt que rompre sous les secousses ou les tempêtes. Le contremaître, Harold Brennan, sortit de son baraquement, un carnet à la main et le scepticisme gravé sur le visage. « Vous êtes l'ingénieur de la ville » Maya Chen, oui. Je suis là pour les fondations. Il jeta un coup d'œil à son chargement. On dirait que vous avez apporté des déchets au lieu de vrais matériaux. Maya sentit la colère lui monter au visage. Mais sa voix resta calme. Ce sont des composites écologiques, conçus pour absorber les chocs climatiques. Ils fléchissent, mais ne cèdent pas. Harold éclata d'un rire bref. Ici, on construit pour durer. Pierre, acier, béton. C'est ça qui résiste aux hivers. Maya lui rendit un regard tranquille, presque ironique. Peut-être. Mais parfois, ce qui survit n'est pas ce qui résiste, c'est ce qui s'adapte. Cette phrase, Marcus Chen la prononça quelques heures plus tard, lorsqu'il rejoignit le chantier pour rencontrer la nouvelle ingénieure.
Le hasard avait voulu que deux esprits visionnaires se croisent dans la même vallée meurtrie. Elle, cherchant à bâtir un monde plus souple, lui, ayant prouvé qu'un rêve pouvait tenir. Face à la colère du ciel. Et dans le reflet argenté du toit de sa cabane, les rocheux semblèrent, pour un instant, respirer à nouveau. La cabane qui pliait avec la montagne. Plusieurs ouvriers s'étaient rapprochés, attirés par la voix calme mais assurée de Maya. Leur visage reflétait une curiosité mêlée d'un scepticisme à peine voilé. Elle connaissait ce regard. Elle l'avait croisé 1000 fois, dans les conférences universitaires, lors de réunions de comités de subvention, dans ces cercles fermés où les idées nouvelles étaient accueillies avec un sourire poli avant d'être rejetées comme de simples rêveries. Elle y lisait le même jugement, trop jeune, trop différente, trop audacieuse. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Brennan, dit-elle en s'efforçant de garder un ton posé, j'ai étudié les relevés géologiques de cette région. Vous bâtissez sur un sol instable, marqué par des glissements anciens. Les fondations classiques ne tiendront pas quand frappera la prochaine grande tempête. Un des ouvriers, un homme aux épaules larges et à la barbe grise, laissa échapper un grognement agacé. La prochaine grande tempête, hein? Écoutez. Mademoiselle. Ma famille construit dans ces montagnes depuis 3 générations. Mon grand-père a érigé des maisons qui tiennent encore debout aujourd'hui. Il n'avait pas besoin de théorie de laboratoire pour savoir comment bâtir solide. Maya ouvrit l'arrière de son pick-up et déplia un rouleau de plans couverts d'annotations. Je ne rejette pas vos méthodes traditionnelles, dit-elle calmement. J'essaie de les améliorer. Regardez, les données climatiques montrent que les tempêtes deviennent plus violentes, plus fréquentes. Le système que je propose utilise des ancrages flexibles. Des fondations flexibles? L'interrompit Harold en secouant la tête, comme si elle venait de proférer une hérésie. Jamais entendu parler d'une idée aussi absurde. Les fondations, par définition, sont faites pour être solides. Et c'est précisément là le problème, répondit Maya avec conviction, étalant ses plans sur la ridelle métallique. Les structures rigides résistent jusqu'au moment où elles cassent. Et quand elles cassent, elles s'effondrent complètement. Une base flexible peut absorber les contraintes, accompagner les mouvements du sol, se plier sans rompre. Ou s'écrouler dès qu'on claque une porte, lança un autre ouvrier, déclenchant les rires moqueurs du groupe. Maya ravala la brûlure de la frustration. Elle avait affronté la résistance intellectuelle des académiciens, celle-ci était différente, plus viscérale. Ces hommes vivaient du fruit de leurs mains. Leur scepticisme n'était pas celui de l'orgueil, mais celui de la peur là. Peur de trahir les savoirs transmis de père en fils, de voir leur maison s'écrouler sur leur famille. Harold finit par croiser les bras. Écoutez, mademoiselle Chen. Vous pouvez rester ici. Observez, peut-être même apprendre comment on construit vraiment. Mais nous, on s'en tiendra à ce qui a fait ses preuves. Ce village a besoin de maisons solides, pas d'expérience. Les hommes se dispersèrent lentement, reprenant leurs outils et leurs gestes bien rodés. Maya demeura seule près de son camion, observant les alignements précis des coffrages en béton, les barres d'acier posées. Avec une routine mécanique. Elle comprenait leur prudence. Elle était une étrangère, venue bousculer des traditions enracinées depuis des décennies. Mais elle connaissait aussi les chiffres. Les relevés géologiques, les projections climatiques, les courbes inquiétantes qu'elle avait étudiées pendant la montée vers la vallée. Sur son ordinateur portable, les modèles météorologiques s'accordaient, une formation cyclonique d'une ampleur inédite prenait naissance au-dessus du Pacifique. Si ses calculs étaient exacts, elle frapperait cette région dans moins d'une semaine. Tout au long de la matinée, Maya observa les équipes à l'œuvre. Elle notait la rigueur des lignes, la précision des mesures, et la fragilité du principe même, tout était conçu pour résister. Non pour s'adapter. Des fondations coulaient dans le refus du mouvement, comme si le monde n'avait pas changé depuis 50 ans. Mais la montagne, elle, changeait. Le climat, lui, rugissait. À l'heure du déjeuner, Maya prit son courage à 2 mains et s'approcha de nouveau d'Harold, qui mâchait lentement son sandwich sur le capot d'un pick-up. Et si je vous prouvais que mon système fonctionne? Proposa-t-elle. Donnez-moi une journée, et je construirai un modèle réduit. Juste un exemple, à petite échelle. Harold leva les yeux vers elle,
fatiguée avant même de répondre. Mademoiselle Chen, j'admire votre passion, sincèrement. Mais nous avons un calendrier serré. Ces familles doivent être logées avant les premières neiges. Nous n'avons pas le luxe d'expérimenter. C'est justement pour ça que c'est important, insista TL. Regardez le ciel. Au-dessus d'eux, des nuages noirs commençaient à s'amonceler derrière les crêtes, lourds, d'un gris presque métallique. Cette tempête arrive plus vite qu'on ne le croit. Et la méthode que vous choisirez aujourd'hui décidera si ces familles auront un toit demain, ou des décombres à déblayer. Le regard d'Harold se perdit un instant dans l'horizon assombri. Un pli d'inquiétude barra son front. Puis, sans un mot, il retourna vers le chantier. Le lendemain matin, le soleil d'hiver filtrait à peine à travers les brumes. Maya, les mains écorchées, enfonça le dernier piquet de bois dans le sol rocailleux. Devant elle s'élevait une petite structure, modeste mais harmonieuse, une cabane à la charpente fine, reliée par des joints de bambou souples et des câbles d'acier tressés. Là où les autres bâtissaient pour défier la montagne. Elle avait construit pour respirer avec elle. Toujours en train de jouer avec ta maison de poupée. Lança derrière elle une voix chargée de mépris. C'était Derek, l'entrepreneur local. Celui-là même qui avait obtenu le contrat de l'école municipale après que son propre projet eût été rejeté par le conseil. Maya se redressa lentement. Ce n'est pas un jouet, dit-elle. C'est de l'ingénierie adaptative. Les structures traditionnelles luttent contre les forces naturelles. Celles-ci coopèrent avec elles. Derek éclata de rire. Tu peux habiller ça de jolis mots. Mais cette chose ne tiendra pas face à la première vraie tempête. Le conseil a eu raison de refuser ton idée. La remarque la piqua comme une lame. Elle avait passé des semaines à concevoir son projet d'école, combinant matériaux naturels et technologies modernes pour résister aux tempêtes. On l'avait traité d'idéaliste, d'amatrice de théories urbaines sans valeur pratique. Et pourtant, les plans qu'on avait préférés, ceux de Derek, reproduisaient exactement les erreurs du passé, les mêmes erreurs qui avaient déjà provoqué 3 effondrements en 10 ans. Le temps nous le dira. Répondit-elle simplement, la mâchoire serrée. Derek secoua la tête et s'éloigna, grommelant quelque chose sur les gamins de la ville qui croient tout savoir. C'est alors qu'une silhouette familière apparut de l'autre côté de la route. Elias, son voisin, un vieil homme à la barbe blanche et aux mains crevassées par des décennies de travail, sortait de son jardin, un panier de tomates encore perlé de rosée au bras. Ne fais pas attention à lui, dit-il d'un ton tranquille en posant le panier. Certains sont tellement terrifiés à l'idée d'avoir tort qu'ils ne peuvent pas admettre que quelqu'un d'autre puisse avoir raison. Maya lui adressa un sourire reconnaissant. Elias était le seul, dans tout le village, à lui offrir écoute et bienveillance. Il venait souvent la voir au chantier, lui apportant du café, posant des questions sincères sur ses méthodes. Pourtant, même dans ses yeux fatigués, elle devinait un doute. Ici, ses diplômes d'ingénierie urbaine n'avaient aucune valeur. Dans cette vallée, la science importait moins que la tradition. Elias s'agenouilla près de la cabane et effleura du doigt l'un des joints de bambou. Mon grand-père racontait des histoires. Sur les anciens villages Shoshone, dit-il. Leurs maisons pouvaient se plier comme l'herbe sous le vent. Elles vivaient avec la montagne, pas contre elle. Il marqua une pause, ses yeux se perdant dans un souvenir lointain. Mais personne n'écoutait vraiment ces vieilles méthodes indiennes. Pas avant la grande tempête de 1952. Le ton de sa voix s'assombrit. 3 jours de pluie. Horizontale, des rafales qui arrachaient les toits comme des feuilles. La moitié du village balayé. Après ça, tout le monde s'est mis à construire du lourd, du massif. On croyait qu'en forçant la nature, on finirait par la dompter. Un frisson parcourut Maya. Ce n'était pas le vent cette fois, mais la certitude d'une répétition tragique. Et les anciennes techniques, demanda-t-elle. Doucement. Perdues avec ceux qui les connaissaient, répondit Elias. Oubliées, comme si elles appartenaient à un autre monde. Il se releva lentement, prit l'un de ses outils et examina-les connecteurs souples qu'elle avait inventés, un système unique permettant au bois de se mouvoir sans se briser. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être. Maya leva les yeux vers le ciel. Les nuages s'étaient épaissis, teintés d'une étrange lueur verte.
L'air sentait l'électricité et la promesse de la tempête. Le vent s'était levé, sifflant à travers les pins. Sa petite cabane ployait légèrement. Ses joints gémissant comme une créature vivante. Mais elle ne rompait pas. Elle respirait. Un grondement lointain roula au-dessus des crêtes. Les premiers éclats d'éclairs dessinèrent des veines de lumière dans les nuages. Elias posa sa main sur l'épaule de Maya. Peut-être que la montagne est prête à écouter à nouveau, murmura-t-il. Maya serra la sangle de son manteau et observa la silhouette fragile de sa construction. Elle savait que dans quelques heures, son idée serait mise à l'épreuve. Pas dans un laboratoire, mais face à la seule juge qui comptait, la nature elle-même. C'était inhabituel. Elias fronça les sourcils. Le service météorologique n'envoie pas d'équipe ici, sauf si. Il n'eut pas le temps de finir. Un hurlement aigu fendit l'air, la sirène d'urgence de la ville. Maya sentit son cœur se contracter. Jusqu'à présent, elle ne l'avait entendu que lors des essais mensuels, un bruit lointain, presque banal. Mais cette fois, la note portait une urgence nouvelle, presque animale, qui lui fit tomber l'estomac. Bientôt, d'autres sirènes s'ajoutèrent depuis la vallée, créant une cascade de sons terrifiants qui ricochaient contre les parois de la montagne. Des portes claquèrent, des silhouettes apparurent dans les rues, hommes, femmes, enfants, levant tous les yeux vers le ciel qui, quelques instants plus tôt, était d'un bleu limpide. À présent, des nuages sombres semblaient s'être matérialisés de nulle part, gonflant et s'enroulant comme des créatures vivantes. Maya sentit la pression atmosphérique chuter brutalement. Ses oreilles se bouchèrent, et une électricité étrange parcourut l'air. Les poils de ses bras se hérissèrent. Elias recula d'un pas. « Mon Dieu, murmura-t-il, je n'ai pas ressenti un air pareil. » Depuis. Le reste se perdit dans un fracas. Une rafale de vent les frappa de plein fouet, si violente qu'elle fit vibrer les vitres et projeta de la poussière en tourbillon. Maya se précipita vers sa cabane, craignant de la voir s'effondrer. Mais à sa surprise, la petite structure encaissa le choc avec une souplesse presque organique. Les poutres ployaient, se réajustaient, absorbant l'impact et redistribuant la force comme un corps vivant. Tout autour, les bâtiments du bourg restaient figés, massifs, fièrement dressés sur leurs fondations de béton. Ils semblaient solides, indestructibles. L'exact contraire de sa modeste cabane. Pourtant, quand la deuxième bourrasque frappa, encore plus puissante, Maya vit ce que les autres ne remarquaient pas encore, des fissures, d'abord infimes. Zébraient déjà les murs de béton des constructions voisines. Elles se ramifiaient comme des toiles d'araignée, cherchant leur chemin à travers la rigidité de la pierre. Ce que les habitants prenaient pour la force révélait soudain sa fragilité. Le béton ne pliait pas, il cassait. Le lendemain de la réunion municipale, Maya se tenait à la lisière du terrain où la famille Henderson devait bâtir sa nouvelle maison. Le silence régnait là où, d'ordinaire, résonnaient les bruits des machines et des marteaux. Un panneau peint à la main oscillait haut. Vent. Chantier suspendu ordre de l'autorité du bâtiment de Pine Ridge. Maya donna un coup de pied dans un caillou qui roula jusqu'aux lignes de fondation marquées à la craie. 3 mois de planification, de calcul, de discussion, d'espoir balayés en une nuit. Ce n'était pas seulement la défaite d'une ingénieure, mais celle d'une cause, celle des familles qui allaient souffrir quand viendraient les tempêtes. Je me doutais que je te trouverais ici. Maya se retourna. Tom Henderson approchait, le visage buriné, empreint d'inquiétude. Derrière lui marchait sa femme, Sarah, un thermos à la main et cette expression déterminée que Maya connaissait bien, celle d'une femme qu'aucune autorité n'effraie. « Je suis désolé, Tom, dit Maya. J'ai vraiment cru pouvoir les convaincre. » Convaincre de quoi? De nous sauver de notre propre entêtement, répliqua Sarah en dévissant le bouchon du thermos. La vapeur s'éleva, mêlée à l'odeur du café brûlant. Ne t'excuse pas d'être la seule ici à avoir assez de bon sens pour voir ce qui arrive. Tom hocha la tête, regardant le chantier déserté. On en a parlé toute la nuit. Sarah et moi. On a vécu 3 grandes tempêtes en 40 ans. Chaque fois, c'était pire que la précédente. Et chaque fois, on s'en est sorti par miracle. Mais la chance finit toujours par tourner. L'autorité du bâtiment n'a pas le pouvoir de nous empêcher de construire sur notre propre terre, ajouta Sarah.
Du moment qu'on respecte les méthodes approuvées. Elle tendit une tasse à Maya. La vraie question, c'est, accepterais-tu de nous enseigner tes techniques, disons, officieusement? Maya serra la tasse entre ses mains, sentant la chaleur se diffuser jusque dans ses doigts. Glacé. Vous savez ce que ça implique? Le conseil a été clair. Frank Morrison a promis des sanctions contre quiconque m'aiderait. Tom eut un léger sourire, sans joie. Qu'il essaie donc. J'ai combattu de guerre et bâti mon entreprise de mes propres mains. Ce ne sont pas les petits jeux politiques de Morrison qui vont m'effrayer. Un bruit de pas sur le gravier détourna l'heure. Attention. Plusieurs figures s'approchaient, les Yamada, le couple de la boutique, Madame Chen, la vieille logeuse du centre, et, contre toute attente, le jeune adjoint Rodriguez. Celui-là même chargé de faire respecter l'interdiction. Madame Chen lança un regard complice. On m'a dit qu'il y aurait un petit séminaire de construction non officiel. Purement éducatif, bien sûr. Rodriguez se racla la gorge, mal à l'aise. Je ne suis pas ici en tant qu'officier, précisa-t-il. Juste comme citoyen, curieux d'apprendre des méthodes alternatives. Maya sentit une vague d'émotion. La traversée, espoir, peur, reconnaissance. Vous vous rendez compte des risques? Morrison ne plaisantait pas. Kenji Yamada, habituellement discret, prit la parole d'une voix calme. Mon grand-père a survécu au grand tremblement de terre du Japon, dit-il, parce qu'un homme avait eu la sagesse de construire autrement, alors que tout le monde se moquait de lui. J'ai reconnu cette même sagesse dans tes idées, Maya. Même si elle nous semble étrangère, elle porte la marque du vrai courage. L'heure suivante s'écoula dans une concentration fébrile. Maya traça des schémas sur le sol avec une tige de bois, montra des maquettes, expliqua comment les structures flexibles pouvaient absorber la force plus tôt que la défier. Elle parlait avec passion, chaque mot nourri de conviction et d'expérience. Les fondations que je conçois fonctionnent comme un organisme vivant, expliqua-t-elle. Chaque poutre, chaque joint travaille avec les autres. La maison devient un corps capable de respirer avec la montagne au lieu de la combattre. Elle prit une planche et la plia entre ses mains, montrant comment la tension se répartissait. C'est comme l'aïkido, observa Rodriguez, fasciné. Mon sensei disait toujours, ne combat pas la force, accompagne-la. Maya sourit. Exactement. Les méthodes traditionnelles cherchent à dominer la nature. Moi, je pars du principe qu'elle sera toujours plus forte. Alors mieux vaut danser avec elle. Le petit groupe écoutait, captivé. Le vent s'était calmé. Mais la tension restait palpable. Ce n'était plus seulement un cours improvisé, c'était une rébellion silencieuse. Puis le grondement des moteurs rompit. L'équilibre fragile. Des camions montaient la route en lacets, soulevant des nuages de poussière. Tom attrapa ses jumelles. Sur les portières, les logos de grandes compagnies de construction brillaient sous le soleil. Sarah pâlit. C'est la réponse de Morrison. Il fait venir des entrepreneurs de la vallée. Il leur a sûrement promis qu'il pourrait commencer dès qu'ils se débarrasseraient. 2. La fauteur de trouble. Les véhicules disparurent dans un virage, en direction du site prévu pour le futur complexe touristique. Une froideur monta dans le ventre de Maya. Tout devint limpide. Ce n'était pas seulement son projet qu'on voulait enterrer, c'était une vision entière du rapport à la nature, sacrifiée sur l'autel du profit. Ils vont construire là-haut, sur cette pente? Souffla-t-elle. Quand la prochaine tempête frappera, toute la vallée sera menacée. Tom posa la main sur son épaule. Alors on doit agir vite. Une fois que les travaux commenceront, on ne pourra plus rien arrêter. Maya leva les yeux vers le ciel, où les nuages s'amoncelaient à nouveau, lourds de pluie. On n'a plus le luxe d'attendre. Il faut montrer que d'autres manières de bâtir sont possibles, avant qu'il ne soit trop tard. Sarah serra sa main. Dans ce cas, on s'y met tout de suite. Autour d'eux, les visages s'étaient endurcis, animés d'une même résolution. Ce jour-là, sur un terrain silencieux de Pine Ridge, un petit groupe d'hommes et de femmes décidit de désobéir pour sauver non seulement leur maison, mais aussi leur montagne. À mesure que le soleil déclinait, Maya traçait des lignes de cordes sur le sol, guidant leurs gestes. Le claquement du marteau résonnait, rythmé par le vent. Pour la première fois.
Depuis des semaines, elle sentit renaître en elle une étincelle d'espérance fragile, mais réelle. Elle repensa à son père, à ses leçons, se combattit avec le cœur survit toujours à la tempête. Dans le lointain, un nouveau grondement se fit entendre le tonnerre, ou peut-être les camions de Morrison revenant pour imposer leur loi. Mais Maya ne leva pas les yeux. Ses mains continuaient de travailler, sûres, précises, comme si elles appartenaient à la montagne elle-même. Car au fond, elle savait, la vraie résistance ne s'élève pas en béton. Elle se construit en humain. Dans le décor familier de Pine Ridge, dominé par ses maisons de bois traditionnelles, la nouvelle construction semblait tout droit sortie d'un autre monde. Sa surface d'argile lisse ondulait comme de l'eau figée dans le temps, reflétant la lumière d'une manière presque vivante. « Il pense que nous avons perdu la tête », murmura Elena, observant une autre famille qui chargeait ses affaires. Dans une camionnette en contrebas de la vallée. Marcus, penché sur son ouvrage, ne leva pas les yeux. Peut-être qu'ils ont raison. Mais la folie et la sagesse portent souvent le même visage. Il posa la paume contre le mur, cherchant du bout des doigts la moindre imperfection. Ma grand-mère disait toujours que la montagne ne lutte pas contre le vent, elle apprend à danser avec lui. Ajouta-t-il dans un souffle. Le bruit de pas approchant les fit se retourner. Le shérif Garrett avançait vers eux, le visage tendu, accompagné de 3 hommes du conseil municipal. Derrière eux marchait la docteure Sarah Chen, météorologue, arrivée 2 jours plus tôt avec son équipe de spécialistes. Marcus, appela Garrett d'une voix où perçait l'urgence. Il faut qu'on parle. Le groupe se forma en cercle autour de la structure étrange, ses courbes défiant les angles familiers des maisons voisines. Dr Chen s'avança, sa tablette serrée contre elle. Son calme habituel s'était fissuré, laissant paraître la peur. Les dernières données satellites sont, sans précédent, dit-elle d'une voix à peine stable. Ce système de tempête présente des caractéristiques que nous n'avons jamais enregistrées. Les vents dépasseront les 300 km/h dans les couloirs montagneux. Les écarts de pression. Elle s'interrompit, déglutissant difficilement. Pine Ridge se trouve directement sur la trajectoire de ce que je ne peux décrire que comme une anomalie météorologique. Le conseiller Torres, un vieil homme qui avait passé 60 ans ici, secoua lentement la tête. En clair, docteur, la tempête détruira tout sur son passage. Les structures traditionnelles ne tiendront pas. Nous recommandons une évacuation immédiate de toute la vallée. Elena sentit le sang quitter son visage. Une évacuation complète signifiait abandonner non seulement les maisons, mais aussi la communauté entière. La plupart des familles n'avaient pas les moyens de reconstruire. Ailleurs. Pine Ridge deviendrait un nouveau village fantôme, éparpillé comme des graines arrachées par un ouragan. Combien de temps, demanda le shérif Garrett. 36 heures avant que les premières bandes extérieures frappent. 48, tout au plus, avant le pire. Marcus était resté silencieux jusque-là, le visage impassible. Il s'avança, posa les 2 mains sur la paroi courbe derrière lui et déclara d'une voix tranquille. Cette structure tiendra. Dr Chen écarquilla les yeux. Pardon? Vous parlez de ça? Oui. Cette maison tiendra contre votre tempête. La scientifique examina l'édifice de terre avec scepticisme. Je respecte votre travail, monsieur, mais nous parlons de forces capables de raser des bâtiments en béton armé. Or ceci semble fait de bouées de paille, d'adobe, de barres d'armature et de courbes calculées, corrigea Marcus. En somme, oui, de terre et de fibres végétales, les mêmes matériaux qui abritent l'humanité depuis des millénaires. Le conseiller Torres ricana. Marcus, ce n'est pas le moment pour tes expériences. Il s'agit de vies humaines. C'est précisément pour ça qu'on ne peut pas abandonner ce qui pourrait bien être notre seul abri réel, répondit Marcus en longeant le mur du bout des doigts. Les bâtiments modernes sont rigides, ils résistent jusqu'à rompre. Celui-ci respire avec la tempête. Il se tourna vers eux, le regard ardent. Les pueblos vieux de 1000 ans tiennent toujours dans le sud-ouest. Les maisons ruches de Syrie affrontent des tempêtes de sable qui démoliraient nos centres commerciaux. Ces formes ne défient pas la nature, elles l'écoutent. Elena comprit alors. Marcus ne bâtissait pas seulement un refuge. Il offrait à Pine Ridge un choix, la sagesse ancienne.
ou les certitudes modernes. Même si cette maison survit, dit le shérif Garrett, elle n'est pas assez grande pour tout le monde. Marcus eut un mince sourire, le premier de la journée. Alors? Construisons en d'autres. La technique est simple une fois qu'on en comprend les principes, murs courbes, terre renforcée, structure qui travaille avec les forces naturelles au lieu de s'y opposer. En 36 heures, demanda Dr. Chen, incrédule. Les charpentes peuvent être montées en quelques heures. Si toute la communauté s'y met, c'est possible. Helena fit un pas en avant. Quelle autre option avons-nous? L'évacuation, c'est la fin de Pine Ridge. Cela, au moins, nous donne une chance de rester. Le silence qui suivit fut si long que le vent s'y engouffra, sifflant à travers les pins avec une note funèbre. Tous levèrent les yeux vers le ciel qui s'assombrissait. Dr. Chen fut la première à parler. Je veux examiner vos calculs de structure, Marcus. Si les données tiennent, je vous aiderai. Le shérif hocha lentement la tête. Et moi, je trouverai des volontaires. Beaucoup de volontaires. Marcus attrapa déjà ses outils. Alors? Ne perdons pas de temps. Quelques heures plus tard, le centre communautaire vibrait sous la pluie battante. Les averses s'abattaient sur le toit de tôle avec le vacarme d'une mitraille. Maya s'était assise au dernier rang, son carnet serré contre elle, observant les visages qui, quelques semaines plus tôt, l'avaient raillée pour ses idées. Aujourd'hui, ces mêmes visages étaient marqués par la peur, tandis que les bulletins météo s'assombrissaient de minute en minute. La tempête s'intensifie plus vite que prévu, annonça le shérif Crawford depuis le podium, ses mains tannées crispées sur le bois. Nous attendons des vents soutenus de 150 km/h dès minuit, avec des rafales dépassant les 180. L'ordre d'évacuation reste en vigueur. Un tumulte parcourut la salle. Des protestations, des voix tremblantes. C'étaient des familles enracinées depuis des générations, des travailleurs qui avaient sculpté leur vie dans la pierre et la neige de ces montagnes. Et on va où, exactement? Lança Madame Henderson, l'épicère. La route principale est déjà en train de s'effondrer, et le col ne tiendra pas dans ce vent. Le silence du shérif fut une réponse suffisante. Maya savait, elle avait pris la route sinueuse ce matin-là. Elle avait vu les plaques d'asphalte se détacher, les ravins béants avalant les bas-côtés. La communauté était piégée. Et le protocole d'abri, demanda Tom Martinez, le quincaillier. On a déjà affronté des tempêtes. Pas comme celle-ci, répondit la docteure Sarah Chen, la voix blanche. J'ai analysé les données, ce n'est pas juste du vent et de la pluie. Nous risquons des effondrements structurels massifs. Maya sentit son cœur accélérer. Elle pensa à ça. Propre maison perchée sur la crête, cette construction moquée, rejetée, si différente des autres. Des murs courbes, des fondations profondes, un toit aux angles étranges tout inspiré d'architectures ancestrales capables de résister aux pires colères du ciel. Le centre communautaire pourrait tenir, poursuivit Dr. Chen, mais si nous perdons l'électricité et le chauffage, il y aura un risque d'hypothermie, surtout pour les personnes âgées et les enfants. Un vieil homme leva la main. Et la drôle de maison là-haut? Celle que la fille a construite? Tous les regards se tournèrent vers Maya. Elle sentit ses joues s'embraser. Des dizaines d'yeux la fixaient, certains remplis d'espoir, d'autres de doute. Vous parlez de la maison de Maya, fit Tom Martinez. Moqueur. Cette expérience? Ce truc même pas rectangulaire? Les arbres non plus ne sont pas rectangulaires, répliqua le vieil homme, et ils tiennent debout depuis bien plus longtemps que nos maisons. Un murmure parcourut la salle. Même dans la peur, une idée naissait, peut-être que cette étrange demeure, née du rejet et de la curiosité, représentait leur seule chance. Maya se leva. Lentement. Ce n'est pas une expérience, dit-elle calmement. C'est une maison pensée pour respirer avec la montagne, pas pour lutter contre elle. Sa voix tremblait à peine, mais dans le silence. Chargé de tension, chaque mot résonna comme une promesse. Et dehors, au-delà des vitres ruisselantes, le vent commençait déjà à hurler. Le shérif Crawford leva enfin les yeux vers Maya pour la première fois depuis son arrivée à Pine Ridge, 8 mois plus tôt. Maya, c'est bien ça, demanda-t-il d'une voix mesurée. Votre maison,
pourrait-elle accueillir du monde? Elle se leva lentement. Ses jambes tremblaient. Elle n'avait jamais aimé parler en public, les mots lui restaient d'ordinaire dans la gorge. Mais, face à l'urgence qui gagnait la salle, sa peur s'effaça, remplacée par une détermination tranquille. Je peux abriter une trentaine de personnes confortablement, répondit-elle. Davantage si nécessaire. Un murmure parcourut la salle. Elle poursuivit, la voix plus assurée. La structure s'inspire d'architecture traditionnelle résistante aux tempêtes côtières et aux zones sismiques. Les murs courbes ne combattent pas le vent, ils le détournent. La fondation descend à plus de 3,50 m dans la roche-mère. Tom Brennan, installé au premier rang, fronça les sourcils. 12 pieds. Le code du bâtiment n'en exige que 4. Le code, répondit Maya calmement, a été écrit pour un climat stable. Pas pour ce qui arrive. La docteure Chen, la météorologue venue en renfort, se pencha en avant. Et pour l'énergie? Le chauffage? Panneau solaire couplé à un système de batterie, dit-elle sans hésiter. Poêle à bois et réserve de combustible pour plusieurs jours. Les fenêtres sont à triple vitrage, résistantes au impact. Et tout le bâtiment a été conçu pour plier sans rompre. Elle balaya la salle du regard, sentant la tension dans l'air. Je sais que mon projet vous paraît étrange. Mais chaque choix a une raison d'être. Un tumulte s'éleva aussitôt, voix inquiètes, protestations, exclamations mêlées. C'est de la folie. Et si elle avait raison? On ne peut pas risquer ça. Puis le talkie-walkie du shérif grésilla. Ici le poste du centre. Toits arrachés sur Maple Street. La caravane des Miller a perdu tout son mur arrière. Le vent monte vite, chef. Crawford balaya l'assemblée d'un regard grave. Une décision venait de naître dans son esprit. Combien de temps pour y amener les gens? 20 minutes pour la plupart, répondit Maya après un bref calcul. Un peu plus pour ceux qui auront besoin d'aide. Mais il faut partir tout de suite. Dans 1 heure, la route sera coupée. Le shérif hocha lentement la tête. Et vous êtes certaine que votre bâtiment tiendra? Maya sentit un frisson lui remonter la nuque. Elle revit les nuits blanches passées sur les plans, les calculs répétés jusqu'à l'obsession, les moqueries du contremaître, les soupirs du contrôleur des travaux. Elle pensa à son père, ingénieur disparu dans l'effondrement d'un immeuble mal conçu. Oui, dit-elle simplement. Il tiendra. Dehors, la montagne rugissait déjà sous la première rafale. Maya sentit le poids de 37 vis s'abattre sur ses épaules comme une chute de neige. Quelques heures plus tôt, l'urgence avait commencé dans la salle municipale. Les premières gouttes de pluie frappaient les vitres lorsque le maire Henderson appela au calme. 23 notables de Pine Ridge s'étaient entassés sur des chaises pliantes. Les visages marqués d'inquiétude. L'air sentait le café froid et la peur contenue. Le service météorologique confirme, annonça le maire. Nous faisons face à une tempête de catégorie 5. Inédite pour notre région. Un souffle de stupeur parcourut la pièce. Rafale à plus de 220 km à l'heure, précisa-t-il. Précipitation de 30 à 40 cm en 6 heures. Maya, dans le fond de la salle, sentit son estomac se contracter. Elle avait déjà étudié des cyclones, mais jamais rien d'une telle intensité dans les Rocheuses. Sur son téléphone, les images satellites ressemblaient à une scie circulaire géante fonçant droit sur leur vallée. Le chef des pompiers Rodriguez prit la parole. L'évacuation est en cours. L'école élémentaire servira d'abri temporaire. Le comté enverra des renforts dès que possible. Et les anciennes galeries de mines? Lança Madame Patterson, la bibliothécaire. On pourrait s'y réfugier, non? Rodriguez secoua la tête. Trop dangereux. Les soutènements menacent de céder. On ne peut pas risquer d'y enfermer des civils. Maya sentit une inquiétude froide l'envahir. L'école, elle la connaissait. Un bâtiment solide mais vieux, aux larges baies vitrées et au toit plat, un piège sous des vents de cette ampleur. Quant au tunnel, rongé par des infiltrations depuis des décennies, il s'effondrerait sous la moindre secousse. Le docteur Yates, seul médecin de la ville, se leva. L'école ne suffira pas.
Si la moitié des habitants restent dehors, on aura des morts. Il nous faut une autre option. C'est alors que Tom Brennan prit la parole. Maya sentit son cœur se serrer. Tom, l'entrepreneur qui n'avait cessé de ridiculiser ses idées. Il se leva lentement. Sa carrure emplissant la pièce. Il y a une autre possibilité, dit-il. La maison Morrison. Un murmure d'incompréhension parcourut la salle. La demeure Morrison, un vieux manoir victorien sur Elm Street, abandonné depuis la mort d'Eleanora Morrison 3 ans plus tôt. Maya visualisa aussitôt sa façade ornée de dentelles de bois et sa véranda qui serpentait autour du porche. Tom, protesta le maire, cette maison date du VIe siècle. Les fondations sont impeccables, coupa Tom. Bâtie sur le roc avec des blocs de calcaire de près d'1 mètre d'épaisseur. Et le sous-sol? C'est un abri naturel. Des murs de pierre, des piliers massifs. Elle a résisté à des dizaines de tempêtes. Maya hocha lentement la tête. Il avait raison sur un point, ces maisons avaient été conçues pour défier le temps. Mais un seul bâtiment pour 200 habitants? Impossible. Même si on entassait tout le monde dans la cave, objecta le chef Rodriguez, on parle d'une propriété privée. Elle est encore sous scellé judiciaire. Eleanora Morrison aimait cette ville, répliqua Tom. Elle n'aurait jamais refusé qu'on s'y abrite pour sauver des vies. Le débat se poursuivit 20 longues minutes. Certains voulaient rester à l'école et prier pour le meilleur. D'autres préféraient tenter les tunnels, malgré les risques. Quelques-uns, plus optimistes, proposaient d'évacuer vers Pine Valley, 30 000 à l'est une folie, car la route allait bientôt disparaître sous la pluie. Maya, assise au fond, écoutait les échanges avec une frustration croissante. Personne ne parlait de structure, de pression du vent, de résistance des matériaux. Ils discutaient d'endroits sans comprendre ce qui faisait la différence entre un abri et un tombeau. La maison Morrison, malgré ses murs de pierre, n'avait jamais affronté des vents de 220 km/h. L'école, elle, répondait aux normes modernes, mais sa légèreté la rendait vulnérable. Leurs arguments tournaient en rond, alimentés par la peur. Et alors, Maya sentit quelque chose se lever en elle. Une colère calme, née du devoir. Sa mère lui avait toujours dit, le savoir t'oblige. Elle possédait ce savoir. Et, qu'on la méprise ou non, elle devait parler. Elle se leva. Le grincement de sa chaise fit taire la salle. Tous les regards convergèrent vers elle, y compris celui, hostile, de Tom Brennan. Si vous me permettez, dit-elle d'une voix ferme, il y a un point essentiel que vous oubliez. Cette réunion est réservée aux résidents et propriétaires, coupa Tom sèchement. Elle vit ici depuis 8 mois, intervint le docteur Yates. Ça fait d'elle une résidente, non? Le maire hésita, puis acquiesça. Allez-y, mademoiselle Chen. Soyez concise. Maya inspira profondément. Elle savait que ces prochaines minutes décideraient du sort de Pine Ridge, devenant peut-être l'histoire d'un village sauvé par l'audace, ou d'une communauté disparue pour avoir refusé d'écouter. Vous parlez d'abri, commença-t-elle, mais pas de ce qui les fait tenir. L'école? Toit plat, grandes ouvertures, murs en briques creuses, elle sera arrachée dès la première rafale. La maison Morrison? Ses murs massifs la protégeront jusqu'à un certain point, mais sa charpente en bois séculaire éclatera sous la pression. Elle s'avança d'un pas. Personne ne bougea. Ma maison, elle, a été conçue pour ça. Chaque ligne, chaque courbe. Les murs sont arrondis pour que le vent glisse au lieu de s'y heurter. La base s'ancre profondément dans le socle rocheux. Plus bas que n'importe quel autre bâtiment du comté. Elle a été testée contre des modèles de pression équivalents à des vents de 250 km/h. Les mots tombaient comme des pierres dans le silence. Je sais que beaucoup ici doutent de moi. Je l'ai vu dans vos regards. Mais ce soir, il ne s'agit plus d'orgueil ni de théorie. Il s'agit de survivre. Un souffle parcourut la salle. Même Tom, les bras croisés, ne trouva rien à répondre. Vous avez construit cette maison seule, demanda timidement Madame Patterson. Avec 2 ouvriers et beaucoup de nuits blanches. Répondit Maya avec un mince sourire. J'ai étudié les effondrements d'immeubles, les ouragans,
les séismes. J'ai voulu créer un lieu qui ne cède pas quand la nature se déchaîne. Le maire Henderson croisa les bras, pensif. Combien de personnes peut-elle accueillir? 30 environ, confortablement. Plus si on se serre. Un silence lourd suivit. Chacun faisait mentalement le calcul. Des centaines de personnes, et une seule maison véritablement sûre. On ne pourra pas tous y aller, murmura le docteur Yates. Non, admit Maya. Mais on peut y mettre les plus vulnérables. Les enfants, les personnes âgées, les malades. Et si d'autres veulent aider à renforcer l'école ou le manoir, je peux leur montrer comment consolider les points faibles. Le shérif hocha la tête. Ça vaut mieux que rien. Tom Brennan soupira. Vous pensez vraiment que vos murs courbes vont nous sauver? Maya planta son regard dans le sien. Non. Ce ne sont pas les murs qui sauveront Pine Ridge. Ce sera notre capacité à agir ensemble avant qu'il ne soit trop tard. Un long silence suivit. Puis le maire frappa dans ses mains. Très bien. Maya, préparez votre maison. Chef Rodriguez. Coordonnez l'évacuation des plus fragiles. Tom, organisez une équipe pour sécuriser la Morrison House. Les voix se mêlèrent à nouveau, cette fois moins dans la peur que dans l'urgence du faire. Des chaises raclèrent le sol, des ordres fusaient, des téléphones sonnaient. Maya resta un instant immobile, observant le tumulte. Elle sentit la tension retomber légèrement. Pour la première fois. On l'écoutait non comme une étrangère ou une rêveuse, mais comme quelqu'un qui détenait une solution. En sortant de la salle, elle leva les yeux vers les montagnes. Le ciel s'était assombri d'un gris presque métallique. Le vent hurlait déjà entre les pins. Une odeur d'ozone flottait dans l'air, annonçant la fureur imminente. Elle serra contre elle ses plans roulés sous le bras et murmura. Plus pour elle-même que pour quiconque. Tiens bon, Pine Ridge. Tiens bon. Et tandis qu'elle descendait les marches de la mairie, la première rafale emporta son chapeau dans la nuit. Derrière elle. Les cloches de l'église commencèrent à sonner l'alarme, un son grave et vibrant qui se mêlait déjà au rugissement du vent. La tempête arrivait. Mais cette fois, Pine Ridge n'était plus tout à fait sans défense. Le vent avait maintenant des dents, aiguisées et affamées, mordant tout ce qui n'était pas solidement ancré à la montagne. Maya se plaqua contre le mur extérieur de son abri. Sentant la structure vibrer, respirait presque, au rythme des rafales, mais elle tenait bon. Autour d'elle, le monde semblait se déchirer. Le vacarme de la destruction peignait un tableau d'apocalypse, le fracas des arbres déracinés, le hurlement métallique des toits arrachés comme des couvercles de conserve, et, plus terrible encore, les cris d'êtres humains emportés dans la tempête. Jusqu'à 20 minutes plus tôt, Maya suivait la progression du cyclone sur sa radio météo, mais l'antenne s'était brisée net sous la violence du vent. Le dernier message qu'elle avait entendu lui glaçait encore le sang, vent soutenu à plus de 200 km à l'heure, rafale proche des 250. Ce n'était plus une simple tempête, c'était un cataclysme qui réécrivait en direct les lois de la météorologie. À travers la petite fenêtre renforcée, Maya apercevait des éclairs fugaces du désastre alentour. La maison des Henderson, bâtie selon les normes les plus strictes à peine 5 ans plus tôt, n'était plus qu'une carcasse, son étage supérieur s'était effondré. Plus loin, la demeure victorienne des Chênes, fierté historique du bourg depuis plus d'un siècle, s'affaissait lentement sur elle-même, comme une maison de cartes rongée par la pluie. Mais la vision la plus bouleversante fut celle du fortin de Bill Morrison, un bloc de béton et d'acier qu'il avait fait ériger à prix d'or penché dangereusement, ses fondations rompues par la terre qui se dérobait. Un mouvement attira soudain son attention. Quelqu'un se battait contre le vent. Dehors. Maya essuya la buée sur la vitre, plissant les yeux pour distinguer la silhouette à travers le rideau de pluie. C'était Tom Chêne, le petit-fils de Madame Chêne. Dans ses bras, il portait ce qui semblait être une couverture, mais en s'approchant, Maya comprit l'horreur, ce n'était pas une couverture, mais sa grand-mère, inconsciente, le visage ensanglanté. Sans réfléchir, Maya saisit la corde de sécurité qu'elle avait ancrée à l'entrée et la noua autour de sa taille. Dès qu'elle ouvrit la porte, le vent tenta de l'arracher de ses gonds, mais la conception flexible du battant lui permit de plier sans rompre. Elle s'élança dehors, tirant la corde mètre après mètre.
Tom tenta de lui crier quelque chose, mais le rugissement du vent engloutit sa voix. Ils se rejoignirent enfin au milieu du chaos. Maya agrippa le garçon et, ensemble, ils luttèrent pour regagner l'abri. Chaque pas était un combat. Le vent les soulevait, la pluie les aveuglait, le sol semblait se dérober sous leurs pieds. Pourtant, la corde tint bon. Ils s'effondrèrent finalement à l'intérieur, trempés, haletants, l'air saturé de boue et d'ozone. Tom pleurait de peur, de soulagement, ou des deux. Madame Chen respirait encore, mais sa tête saignait abondamment. Maya se précipita sur sa trousse de premier secours, nettoya la plaie et appliqua des bandages, pendant que Tom soutenait sa grand-mère. Ses mains tremblantes d'épuisement. « Je ne savais pas où aller », cria-t-il. « Tout le reste s'effondre. Ta maison, c'est la seule encore debout. » Un mélange amer de tristesse et de justification monta dans la gorge de Maya. Elle avait eu raison, mais à quel prix? Être dans le vrai signifiait maintenant regarder ses voisins perdre tout ce qu'ils avaient bâti. Combien d'autres sont encore dehors? Demanda-t-elle. Je ne sais pas. Les Henderson avaient réussi à atteindre le centre communautaire avant que leur toit parte, mais c'était il y a des heures. Depuis que la maison de grand-mère s'est écroulée, je n'ai vu personne d'autre. Maya hocha la tête, resserrant les bandages. Ne t'excuse pas, dit-elle doucement quand Tom voulut parler. On se concentre sur la survie, d'accord? Une secousse ébranla soudain l'abri. Quelque chose d'énorme venait de le frapper, sans doute un arbre ou un morceau de toiture projeté depuis la vallée. Les murs fléchirent, absorbèrent la charge. Puis retrouvèrent leur forme initiale. Tout autre bâtiment se serait fissuré sous un tel choc, mais sa conception biomimétique, inspirée de la flexibilité des branches, dissipa l'énergie sans rupture. Mon Dieu, murmura Tom, blême. Ce n'est que la tempête qui nous met à l'épreuve, répondit Maya en inspectant les joints. Tout tient encore. On va s'en sortir. Elle ne le disait pas pour elle, mais pour lui. Car au fond, elle savait, le pire n'était pas encore arrivé. Le rapport radio l'avait prévenu et il n'était encore que dans les bandes extérieures du cyclone. L'œil du monstre, avec ses vents les plus meurtriers, n'atteindrait Pine Ridge que dans 2 heures. Madame Chen remua faiblement, marmonnant quelques mots en cantonais. Tom se pencha, lui répondit avec douceur, des larmes traçant des sillons sur son visage couvert de poussière et de pluie. Le vent hurlait dehors, pareil à une bête vivante. Maya posa la main sur le mur de pierre, sentant le sol trembler sous la montagne entière. À travers la meurtrière qu'elle avait taillée de ses mains, elle vit le désastre s'étendre. Les maisons traditionnelles ployaient, leurs charpentes gémissant sous la pression. Des toits s'envolaient, transformés en armes mortelles. Son abri, lui, restait ferme. Les pierres entrelacées, technique héritée de sa grand-mère, une méthode ancestrale que les villageois avaient méprisée, révélait à présent leur puissance. Chaque pierre transmettait la force du vent à la suivante, créant un ensemble qui pliait sans se rompre. Un craquement assourdissant fendit la nuit. Maya vit avec effroi la maison des Henderson se pencher dangereusement, ses fondations se dérobant. Par les fenêtres, elle aperçut les silhouettes affolées d'une famille piégée. Elle attrapa son sac d'urgence et poussa la lourde porte. Le vent faillit la renverser, mais elle s'arc-bouta et s'élança, suivant le chemin de pierre qu'elle avait minutieusement posé des mois plus tôt, un chemin jadis tourné en ridicule par le conseil municipal. La marche jusqu'à la maison des Henderson dura 20 minutes d'enfer. La pluie fouettait son visage, des branches volaient comme des projectiles. À l'arrivée, la porte pendait misérablement à un seul gond. « Monsieur Henderson. Madame Henderson. » hurla-t-elle. Un homme apparut, le teint livide, tenant ses 2 filles contre lui. « Maya. » cria-t-il. « Qu'est-ce que tu fais dehors? Votre maison va céder. Venez avec moi, tout de suite. » Il hésita, jetant un regard à son foyer et 15 ans de vie, de souvenirs, d'efforts. Une secousse brutale l'interrompit, une poutre se brisa dans un fracas de tonnerre. « Papa » hurla l'une des jumelles. Ce cri balaya son hésitation. « Qu'est-ce qu'on fait? » On me suit. En ligne, accroché à la corde. Maya déploya son câble d'escalade, le fixant solidement. « Restez bas, restez ensemble.
Ma maison tiendra. Ils s'engagèrent dans la tempête, formant une chaîne humaine. 2 fois, ils durent s'abriter derrière des brise-vents de pierre que Maya avait construits, ces aberrations que le comité avait voulu démolir. Le chemin du retour fut interminable. La petite Cathy trébucha, faillit être emportée, mais la corde la retint. Chaque précaution dont on s'était moqué devenait à présent leur salut. Quand enfin ils atteignirent l'abri, le contraste était irréel. Dehors, le chaos, dedans, la stabilité. Les murs de pierre absorbaient les coups sans un craquement. Madame Henderson posa la main sur la paroi, incrédule. « Comment ? C'est possible ?» demanda-t-elle. « Tout le monde disait que ta méthode était folle. » Maya, déjà tournée vers la porte, ne répondit pas. Par la fenêtre, elle voyait d'autres toits s'envoler. D'autres foyers sombrer. « Tu ne vas pas ressortir » s'écria Tom en la retenant. « C'est du suicide. »« Ces murs vous protégeront » dit-elle calmement. « Il y a de la nourriture et de l'eau à l'arrière. Restez ensemble. » Et avant qu'il puisse protester, elle disparut à nouveau dans la nuit déchaînée. Les heures suivantes se confondirent en un cauchemar continu. Maya se transforma en ombre. Bienveillante, traversant Pine Ridge sous des pluies de débris, suivant les chemins qu'elle seule connaissait. Les Morrison, le vieux couple Patel, le jeune Marcus Webb et sa femme enceinte tous furent arrachés à la mort par ses mains. Quand enfin elle revint à son abri, le jour pointait à peine. Son refuge, conçu pour la solitude, abritait maintenant près de 20 âmes. Les murs résonnaient. De murmures et de pleurs étouffés, mais aussi d'un souffle nouveau, celui de la vie. Les enfants, jadis moqueurs devant sa maison bizarre, la regardaient avec admiration, serrés contre leurs parents. Maya s'assit un instant, épuisée, écoutant le vent faiblir peu à peu. Les montagnes semblaient exhaler après une nuit de souffrance. Elle posa la main sur le sol encore vibrant. Et un sourire trembla sur ses lèvres. Son œuvre avait tenu. Son pari contre la peur, contre l'ignorance, contre le vent lui-même. Et au milieu de la désolation, une certitude prit racine, parfois. Il faut être le fou du village pour devenir son sauveur. L'aube après la tempête. Lorsque la première lueur du jour effleura les montagnes, la fureur du vent commença enfin à faiblir. Maya se tenait debout dans l'embrasure de sa porte, le corps épuisé, les yeux brûlants de sel et de larmes. Devant elle, Pine Ridge n'était plus qu'un champ de ruines. Des toits éventrés pendaient. Comme des peaux arrachées, des pans entiers de murs gisaient au sol, et les fières structures modernes fruits de décennies de progrès et d'arrogance technologique n'étaient plus que des éclats de verre et de béton. Pourtant, malgré la désolation, des vies avaient été sauvées. Maya pensa à sa grand-mère, à cette femme qu'on avait longtemps traitée de superstitieuse pour ses méthodes d'un autre âge. C'étaient pourtant ces vieilles connaissances transmises de génération en génération, moquées, oubliées et qui venaient d'offrir à la communauté une seconde chance. La sagesse véritable, songea-t-elle, se cache souvent dans les voix qu'on a cessé d'écouter. Le vent s'était tu, mais le silence qui suivit fut presque plus terrifiant. Maya colla son front contre la vitre. Renforcée du centre communautaire. À travers la lumière grise de l'aube, elle voyait des morceaux de bois, de tôle et de souvenirs virevoltés comme des confettis funèbres. Derrière elle, le bâtiment gémissait encore sous les rafales mourantes, mais les poutres de renfort conçues par Kai tenaient bon. Depuis combien de temps ce calme dure-t-il demanda Madame Chen, serrant son petit-fils contre elle. 20 minutes, répondit Maya sans détourner le regard. Ce n'est pas fini. Nous sommes dans l'œil du cyclone. Quand il se refermera, tout repartira de plus belle. Kai remonta du sous-sol, couvert de poussière et de sueur. Ses vêtements déchirés collaient à sa peau. La fondation tient mieux que prévu, dit-il. Le système d'ancrage souterrain réparti là charge parfaitement. Il leva les yeux vers eux, grave. Mais la deuxième vague va frapper de l'autre côté. Et souvent, c'est la pire. Le maire d'Avison, blême, s'avança. Et les autres bâtiments? On peut envoyer une équipe? Absolument pas, trancha Kai. Dans 30 minutes, les vents seront de retour. Quiconque se trouvera dehors à ce moment-là ne survivra pas. Comme pour confirmer ces paroles, la radio du maire grésilla soudain.
Centre communautaire, ici le shérif Martinez depuis l'école. On a perdu une partie du toit. Le mur et sa fesse. On a besoin d'aide. Maya sentit son cœur se contracter. L'école, c'était là que s'étaient réfugiées la plupart des familles avec enfants. Combien de personnes, demanda-t-elle en saisissant la radio. 43, dont 15 enfants de moins de 10 ans, répondit la voix hachée du shérif. On les a regroupés côté ouest, mais le mur ne tiendra pas un autre assaut. Déjà, Kai rassemblait ses outils. Je peux renforcer la structure de l'intérieur, dit-il. Si je redirigeais la contrainte sur les appuis porteurs, ça peut tenir. Tu ne peux pas sortir, protesta Maya en lui attrapant le bras. Tu viens de dire toi-même que personne ne survivrait dehors. Ces enfants ne survivront pas si le bâtiment s'écroule, répliqua Théil calmement. Il se dégagea doucement. Je connais les couloirs de vent. Je saurai où me mettre à l'abri quand les rafales reviendront. Le maire secoua la tête. Fils, je comprends ton courage, mais c'est du suicide. Non. Pas encore. Dans 15 minutes. Ce sera impossible. Pour l'instant, c'est seulement dangereux. Il vérifia son harnais, resserra ses sangles, ajusta ses lunettes de protection. Tout, dans ses gestes précis, respirait la discipline. Et la lucidité. Maya comprit alors, ces constructions n'étaient pas de simples bâtiments, c'étaient des leçons de résilience. Je viens avec toi, dit-elle soudain. Maya, non. Tu ne peux pas m'aider sur le plan technique. Peut-être pas. Mais je connais chaque ruelle, chaque passage sûr, chaque abri du vent. Tu as besoin d'un guide. Et moi, j'ai besoin de m'assurer que tu reviendras. La radio cracha à nouveau. La paroi est en train de céder. On entend les supports craquer. Kai croisa son regard, pesa le risque, puis acquiesça. Reste près de moi. Quand je dis cours, tu cours. Quand je dis tombe, tu tombes. Ils franchirent ensemble la porte vers le silence irréel de l'œil du cyclone. La ville paraissait méconnaissable. Des arbres centenaires s'étaient tordus. Comme des vrilles. Le toit du magasin Henderson avait été arraché et jeté à plusieurs mètres. Des voitures reposaient sur le flanc, renversées comme des jouets oubliés par un enfant géant. Mais 3 bâtiments se dressaient encore, presque intacts, les prototypes de Kai. Leurs murs incurvés et leurs joints flexibles avaient dansé avec le vent au lieu de le défier. Par ici, cria Maya, ouvrant la voie à travers le labyrinthe de gravats. Ils progressèrent par bonds, profitant des rares accalmies entre 2 bourrasques. L'école apparut enfin, silhouette brisée dans la lumière livide. L'un des murs penchait dangereusement, comme s'il ne tenait debout que par orgueil. À l'intérieur, des silhouettes tremblantes se serraient contre le mur opposé. 30 minutes. Marmonna Kai après un rapide examen. Il me faut 30 minutes. Mais déjà, Maya sentait le souffle du vent revenir. Le temps jouait contre eux. Marcus, resté au centre communautaire, sentit lui aussi le changement. L'air se contractait, la pression chutait, le monstre revenait. À travers les vitres, il vit les nuages s'enrouler au-dessus de la vallée comme de la fumée noire. Sarah surgit, haletante, la radio à la main. Le poste météo vient de tomber, cria-t-elle. Les dernières données indiquent des vents à plus de 140 km/h. L'heure sur la crête nord. La tempête avance plus vite que prévu. Combien de temps avant qu'elle atteigne la vallée? 6 heures, peut-être moins. 6 heures. Marcus calcula mentalement. L'école et la clinique venaient d'être sécurisées, mais les zones résidentielles restaient vulnérables. La moitié des habitants doutaient encore de ces méthodes malgré les preuves sous leurs yeux. Il nous faut plus de monde, dit-il, observant les bénévoles épuisés empiler des sacs de sable qui se déformaient déjà. Et il faut qu'ils croient au projet, sinon tout sera perdu. À ce moment, une silhouette se découpa dans la lumière du matin, Eleanor Hartwell, l'ancienne présidente du conseil, celle qui avait mené la fronde contre lui. Ses cheveux d'argent claquaient dans le vent. Derrière elle, un cortège improbable, le directeur de la banque, le propriétaire du magasin, 3 conseillers municipaux, tous ceux qui, quelques jours plus tôt, avaient voté contre lui. Monsieur Chen, lança Eleanor, la voix claire et ferme. Nous avons changé d'avis.
Enfin, certains d'entre nous. Dites-nous ce dont vous avez besoin. Marcus lut la tension dans ses traits. Cette femme n'admettait jamais ses torts. Et pourtant, la voilà, prête à suivre. Des supports triangulaires, répondit-il aussitôt. Chaque grande structure doit en avoir. Et des volontaires assez courageux pour construire autrement que d'habitude. Eleanor hocha la tête. Montrez-nous. Les 3 heures suivantes se confondirent en un tourbillon de marteaux, de cordes, de cris et d'instructions hurlées contre le vent. Marcus courait d'un chantier à l'autre, la voix éraillée. Partout, les habitants improvisaient, apprenant à sentir la logique du vent comme un partenaire de danse. À la ferme Miller, le vieux Tom et son petit-fils montaient côte à côte des poutres inclinées qui redirigeaient la force du souffle vers le sol. À la lisière du parc de caravanes, les familles utilisaient tout ce qu'elles pouvaient, pièces de voiture, mobilier, cadres de lit, pour créer des barrières protectrices selon les motifs géométriques de Marcus. Et dans la vallée, il découvrit une scène qui le bouleversa. Jenny Morrison, la jeune mère qu'il avait jadis traité de « rêveur dangereux », dirigeait une équipe de voisins. Ensemble, ils transformaient sa structure triangulaire en une œuvre d'art. Leurs poutres épousaient la courbe de la colline, le bois semblait s'enraciner dans la terre. L'ensemble respirait l'harmonie. Non la résistance. Vous l'avez modifié, observa Théil, approchant d'elle. Jenny leva la tête, hésitante. C'était une erreur? La pente semblait vouloir faire partie de la structure. Pas lutter contre elle. Marcus contempla le résultat et sourit. C'est parfait. Vous avez compris quelque chose que j'avais raté. Un craquement sec les fit se retourner. De l'autre côté de la vallée, une vieille grange ployait sous la pression du vent. Ses poutres droites, rigides, se tordaient comme des allumettes. Le symbole d'un siècle de construction, solide, s'effondrait. Jenny pâlit. Elle va tenir? Marcus suivit du regard les courbes souples de leur propre abri, puis la silhouette vacillante de la grange. Il inspira profondément. Non. Elle ne tiendra pas. Mais la nôtre, oui. Parce qu'elle a appris à plier. Et tandis qu'une nouvelle rafale hurlait à travers Pine Ridge, la ville tout entière sembla retenir son souffle. Les anciennes certitudes tombaient en poussière. Mais quelque chose de nouveau, plus fort, plus vivant prenait racine dans le chaos. Maya, Kai, Marcus, Sarah, Eleanor, Jenny, et tous les autres comprirent alors. La reconstruction ne serait pas seulement une affaire de murs et de toits. Ce serait une métamorphose, celle d'un peuple qui, enfin, apprenait à écouter la terre, le vent, et les uns les autres. La salle vibrait d'une énergie presque surnaturelle. Les chiffres s'affichaient sur les instruments de Sarah, défiant toute logique. « C'est impossible », cria-t-elle, incrédule. Leur barrière de fortune résistait à des forces capables d'anéantir un immeuble entier. Marcus, le visage ruisselant de pluie et de sueur, leva les yeux vers le ciel tourmenté. « Oui. » murmura-t-il d'abord, puis, plus fort, d'une voix vibrante de certitude, « Oui, elle tiendra. » Mais son regard fut aussitôt happé par l'horizon. Ce qui approchait n'avait rien d'humain, une muraille de ténèbres engloutissant les montagnes elles-mêmes. La radio grésilla. « Marcus, ici Sarah. Tu dois voir ça. La tempête vient de passer dans une autre catégorie. Des vents soutenus à plus de 190 km/h. Autour de lui. » Les bénévoles pâlirent. Le doute s'insinua à nouveau dans leurs yeux. Marcus se redressa, sa voix couvrant le rugissement du vent. « Écoutez-moi. Ce que nous avons bâti aujourd'hui n'est pas seulement du bois, du métal et de l'espérance. C'est une nouvelle manière de penser la force. Nous plions, mais nous ne rompons pas. Nous redirigeons, au lieu de résister. Et surtout, nous le faisons ensemble. » Le vent rugit en réponse, faisant trembler la terre. Les vieux madriers gémirent comme des géants blessés. Marcus appuya son épaule contre une poutre de renfort. Il sentait la fureur de la montagne vibrer à travers chaque joint, chaque fibre du bois. Les projectiles s'abattaient contre les murs extérieurs avec la régularité d'un tambour de guerre. Dans n'importe quelle autre construction, tout aurait déjà volé en éclats. Mais ici, dans le centre communautaire qu'il avait conçu selon des principes anciens que le conseil municipal avait jadis
Tournée en ridicule, la structure souple encaissait chaque impact, absorbant la violence comme un boxeur aguerri. Le mur est tient bon, cria Sarah en réapparaissant, couverte de poussière. Depuis le coin où s'abritait la famille Rix et leur nouveau-né. Marcus, quoi que tu aies fait à ces jointures, ça fonctionne. Il essuya son front, ses mains tremblant non de peur, mais de la vibration constante qui parcourait la charpente. Autour de lui, 43 âmes, presque la moitié du village, s'étaient réfugiées dans l'espace qu'il avait voulu plus vaste que nécessaire. Madame Chen serrait son petit-fils en murmurant des prières en mandarin, les jumeaux Kowalski, d'ordinaire si turbulents, restaient pétrifiés, et même le maire Brennan, celui-là même qui l'avait publiquement qualifié de rêveur irresponsable, fixait maintenant les murs avec un respect mêlé d'effroi. Elena Vasquez, la bibliothécaire, s'approcha, sa fillette agrippée à sa jambe. On aurait dû t'écouter depuis le début. Quand tu parlais des principes antisismiques, des zones d'éboulement. Ne dis rien, répondit Marcus sans lever la tête, vérifiant une autre poutre. Ce qui compte, c'est que vous soyez en sécurité. La maison fait ce pourquoi elle a été créée. Un fracas assourdissant les fit sursauter. Le toit venait d'encaisser un impact colossal. Marcus sentit son cœur s'emballer à un arbre. Un rocher? Mais au lieu d'un effondrement, la charge se répartit le long des structures, exactement comme il l'avait calculé. Un coin du plafond s'affaissa légèrement, mais resta intact. Le jeune Tommy Morrison, apprenti charpentier de 16 ans, s'approcha, bouche bée. Comment saviez-vous que ça tiendrait? Parce que j'ai vu. Ce qui arrive quand on défie la nature au lieu de collaborer avec elle, répondit Marcus, la voix rauque. Dans ses yeux dansait le souvenir d'immeubles effondrés, de son enfance dans un pays sismique. Ma grand-mère disait toujours, le roseau qui ploie sous le vent survit, là où le chêne se brise. Près de lui, le docteur Patel bandait la jambe d'un blessé. Il leva la tête. Les radios d'urgence sont muettes. Nous ignorons si les secours peuvent encore atteindre la vallée. Marcus l'interrompit, conscient des enfants qui écoutaient. Ils viendront. Et d'ici là, ce bâtiment peut nous abriter des jours entiers. J'ai prévu des réserves dans les fondations. Sarah écarquilla les yeux. Tu veux dire, l'espace que tout le monde jugeait inutile? Marcus eut un rire amer. 15 personnes m'ont traité d'amateur parce que j'avais gaspillé de la place pour du stockage. Mais l'efficacité, ce n'est pas seulement économiser l'espace. C'est préserver la vie. Une nouvelle secousse ébranla les murs. Le réseau complexe de poutres s'emboîtant les unes dans les autres, inspiré de l'architecture japonaise, continuait à danser avec la tempête. Brennan, le maire, s'approcha, le visage blême. Marcus, quand tout ça sera fini, il faudra revoir chaque bâtiment du village. Nous avions tort. Marcus hocha la tête. Quand ce sera fini, dit-il en regardant un énorme bloc de pierre roulé devant la fenêtre, on reconstruira ensemble. Et la tempête continua de hurler. Dans ce bâtiment qu'on avait jadis raillé. 43 personnes se serrèrent les unes contre les autres, transformant la peur en solidarité. Pour la première fois depuis des générations, Pine Ridge survivait non pas grâce à la force brute, mais grâce à l'intelligence du vivant. Le matin suivant apporta un calme trompeur. Maya se tenait près de la fenêtre du centre communautaire, observant les familles courir d'un abri à l'autre. Le ciel, lourd et bas, semblait prêt à s'effondrer sur la vallée. La radio d'urgence crachotait des bulletins de plus en plus sombres. Vent soutenu de catégorie 4 confirmé. Les constructions standards ne tiendront pas, évacuations immédiates recommandées. Le vieux pasteur Blackwood entra, le visage grave. La famille Peterson refuse de quitter sa ferme. 4 générations ont vécu là-bas. Ils disent que la maison a tenu 100 ans, qu'elle tiendra encore. Maya se retourna brusquement. Quel type de construction? Charpente classique, poutre et clous. Elle pâlit. Alors elle ne survivra pas. Elle attrapa sa veste. Maya, non, cria Blackwood. Les premières rafales arrivent déjà. Mais la porte claqua derrière elle. Le vent l'assaillit aussitôt, fouettant son visage, arrachant des branches qui tourbillonnaient comme des couteaux. Chaque pas vers le pick-up était une lutte. La route serpentait entre les pins tordus, et les rafales transformaient la vallée en entonnoir de terre et d'eau.
La ferme des Peterson apparut enfin, silhouette vacillante sous un ciel de plomb. À l'intérieur, la famille s'affairait dans la cuisine, préparant un repas dérisoire comme si le monde ne s'écroulait pas dehors. « Vous devez partir » hurla Maya en forçant la porte. « Votre maison ne tiendra pas. » James Peterson, massif, les bras croisés, secoua la tête. « Nous avons traversé des tempêtes pires que celle-ci. Cette maison est solide. Mon arrière-grand-père l'a bâtie. » Sa femme, Sarah, serrait leurs 2 enfants contre elle. Dans ses yeux, Maya lut la peur. Et derrière la peur, cette loyauté viscérale au passé. « J'ai fait les calculs » insista TL. « Les vents dépasseront de 300% la capacité de vos structures. Les joints vont céder. » Comme pour confirmer ces mots, une rafale hurla contre les murs. Les vitres tremblèrent. Un volet s'arracha, et un fracas retentit à l'étage. Les enfants hurlèrent. Maya s'approcha de Sarah. « Vous vous souvenez de la ferme des Morrison, il y a 3 ans ? Ce sera pire. » La femme blêmit. « James, je ne risquerai pas nos enfants. » Sa voix fendit le vacarme comme un coup de tonnerre. L'homme voulut protester, mais l'amour, cette force têtue, finit par l'emporter sur l'orgueil. Quelques minutes plus tard, ils bondissaient tous dans le camion. Le retour vers la ville fut une épreuve d'équilibriste. Le vent soulevait le véhicule, la pluie frappait comme des pierres. 2 fois, ils durent s'arrêter pour laisser passer les équipes d'urgence, silhouettes héroïques tentant de dégager les routes. Sur leur chemin, la destruction était partout. La véranda victorienne de Madame Chen s'effondra dans un hurlement de métal, les planches décoratives devinrent des lames mortelles projetées à des dizaines de mètres. Le toit de la station-service s'arracha comme une feuille d'étain. Mais les bâtiments que Maya avait conçus ou ceux dont on s'était moqué, qu'on avait traités de folklore architectural tenaient. Leurs fondations profondes s'enfonçaient dans le schiste, leurs câbles d'acier distribuaient les forces du vent comme des veines d'énergie. Au centre communautaire, près de 200 personnes s'étaient rassemblées. Les murs vibraient, mais restaient debout. Le grondement extérieur semblait un monstre qu'on parvenait, contre toute attente, à contenir. Dans un coin, Sarah Chen relevait les dernières données. Barométrique, Brennan dirigeait les secours avec une efficacité nouvelle, et au milieu de tout cela, Maya aperçut Marcus, épuisé mais vivant. Leurs regards se croisèrent. Aucun mot n'était nécessaire. Tout ce qu'ils avaient rêvé, défendu, risqué ou tout tenait là, dans cette résistance silencieuse. La tempête pouvait rugir encore, mais quelque chose d'indestructible venait de naître à Pine Ridge, la certitude que l'avenir se construisait non contre la nature, mais avec elle. Sous le hurlement incessant du vent, Maya s'agrippait au pilier central de sa construction comme à une ancre dans un océan de fureur. Même les motifs de renforts inhabituels du toit ou ceux qui avaient suscité tant de moqueries et de critiques fonctionnaient exactement comme elle les avait conçus. Le docteur Harrison la trouva penchée sur la poutre principale, inspectant chaque joint avec une concentration fébrile. « La radio dit qu'on n'est qu'à la moitié, dit-il. Les vents maximaux frapperont. Dans 4 heures. » Maya hocha la tête, sa main glissant sur le métal tiède. Le joint vibrait sous la pression, mais il tenait bon. « Nous tiendrons, » répondit-elle calmement. La vraie question, c'est ce qu'il restera dehors quand tout ça sera fini. À travers les vitres renforcées, ils observaient l'apocalypse. Le clocher de l'ancienne église, symbole de la vallée, se brisa net et disparut. Dans un tourbillon de débris. Une caravane passa devant eux, projetée comme un jouet d'enfant. Mais les bâtiments qu'elle avait contribué à ériger, ceux qu'on avait qualifiés de fous, de prétentieux, d'inutiles, tenaient bon. Quand la tempête atteignit son paroxysme, Maya comprit que le lendemain ne serait pas seulement le jour du déblayage et des réparations. Ce serait le jour où sa communauté verrait enfin en elle autre chose qu'une étrangère obstinée, une gardienne de savoir, une bâtisseuse d'avenir, à condition qu'il survive jusqu'à l'aube. Le vent avait des dents. Désormais, il mordait chaque surface exposée avec une rage animale. Maya s'adossa au mur renforcé de son abri, elle sentit la structure se plier, respirer, puis reprendre sa forme, docile et solide. Par la fenêtre étroite, elle vit le chaos ravager la vallée de Millbrook. Les maisons traditionnelles s'effondraient une à une. La ferme des Peterson, bâtie selon les méthodes éprouvées de la
Région, plia sous la tempête avant que son toit ne s'envole comme une feuille. Les affaires de la famille s'éparpillèrent dans la nuit hurleuse. Le magasin général, pilier du village, vacillait. Ses vitrines avaient explosé, ses murs gémissaient. Soudain, on frappa à sa porte. Maya. C'était Tom, trébuchant, soutenant Madame Chen dont le front saignait. Derrière eux affluaient des silhouettes. Les Henderson, le vieux monsieur Pike, la famille Martinez et leurs 3 enfants. Le toit du centre communautaire s'est effondré, cria Tom. On a besoin d'abri. Sans hésiter, Maya ouvrit grand la porte. En quelques minutes, 23 personnes se pressaient dans un espace prévu pour une seule. Pourtant, son système de poutres entrelacées supportait le poids sans faiblir. Les joints flexibles, les répartitions de charges non conventionnelles, tout ce qu'on avait raillé révélait maintenant sa vraie valeur. Sarah Henderson leva les yeux vers le plafond qui vibrait sous un nouvel assaut. Comment est-ce possible? Cette maison aurait dû s'effondrer avant la nôtre. Maya se déplaçait entre les réfugiés, palpant chaque point de tension comme un médecin prend un pouls. Ce n'est pas de la magie, répondit-elle. C'est de la souplesse. Le vent pousse, la structure plie, mais elle ne rompt pas. Sous leurs pieds, les ancrages profonds retenaient l'ensemble dans la roche. Chaque détail moqué devenait à présent une bénédiction. Tom, jetant un regard à travers la fenêtre, pâlit. Le pont est sous l'eau. La rivière déborde. À travers le hurlement du vent. Ils entendaient les craquements des arbres déracinés, le métal tordu, et pire encore les cris désespérés de ceux qui n'avaient pas eu le temps de fuir. La radio grésilla, les comtés voisins signalaient des records jamais vus depuis plus d'un siècle. Dans le vacarme, la petite Emma Martinez éclata en sanglots. Sa mère tenta de la calmer, mais la peur était contagieuse. Les enfants pleuraient, les adultes priaient, les murs tremblaient. Madame Chen chercha un moyen de détourner leur attention. « Dis-nous, Maya, comment savais-tu qu'il fallait construire comme ça ?» Maya posa sa main sur la colonne centrale, comme on touche un cœur battant. « Mon grand-père était ingénieur au Japon. Il a survécu à des séismes qui ont rasé des villes entières. Il m'a appris qu'il faut parfois plier pour ne pas se briser. » Elle esquissa un sourire triste. « Quand je suis arrivé ici, tout le monde me disait que je construisais contre la nature. Qu'on ne défiait pas la montagne. Mais je n'ai jamais voulu la défier. J'ai voulu danser avec elle. » Tom baissa la tête. « On a été des idiots, murmura-t-il. De sacrés idiots. » Un nouveau coup de vent ébranla la bâtisse. Des projectiles s'écrasèrent contre les murs comme des boulets de canon. Mais la structure tint bon. Dr Williams, son poste météo à la main, annonça. Plus de 160 km/h. C'est historique. Maya observa les ombres des maisons emportées. Chaque personne ici avait douté d'elle, l'avait traitée d'imprudente ou d'arrogante. Et pourtant, leur vie dépendait désormais de ses idées. Mais elle ne ressentait ni triomphe ni revanche, seulement une immense fatigue et la résolution farouche de les mener tous jusqu'au matin. Puis elle vit quelque chose bouger à travers la vitre, un éclat de lumière près des décombres du magasin. « Il y a encore quelqu'un dehors » lança-t-elle. Elle attrapa son équipement d'urgence. « Le bâtiment tiendra sans moi, il est conçu pour ça. » Tom se redressa. « Alors on y va ensemble. Tous ceux qui peuvent encore marcher. » Autour d'eux, les visages se redressèrent, pleins de confiance nouvelle. Ces gens, autrefois moqueurs, cherchaient maintenant son regard pour savoir quoi faire. « Restez avec les enfants, dit-elle aux parents. Puis, au reste du groupe. On bouge vite, et on reste unis. La tempête n'a pas dit son dernier mot. » Le vent rugit comme un fauve quand ils ouvrirent la porte. Quelques heures plus tard, le cauchemar semblait avoir pris une conscience propre. Le vent hurlait toujours, mais avec une intensité presque vivante, comme s'il voulait mordre tout ce que Maya avait osé bâtir. Elle se tenait à la fenêtre du centre communautaire, observant les débris tourbillonnés dans un balai insensé. Les arbres centenaires ployaient jusqu'à toucher le sol, leurs racines arrachant la terre devenue boue. La pente commence à céder, cria Tom depuis l'autre côté de la salle.
Il coordonnait les secours à travers une radio saturée de grésillements. 3 maisons emportées à Henderson Ridge. Maya sentit son estomac se contracter. Cette crête n'était qu'à 2 kilomètres bâtie sur la même roche friable, avec les mêmes fondations rigides. Elle fit le tour de la salle. Près de 200 âmes tassées là, épuisées. Tremblantes. Des enfants dormaient contre leur mère, des vieillards priaient à voix basse, d'autres fixaient le vide, hébétés. Le docteur Sarah Chen s'approcha, cernes creusées, mains encore tachées de sang séché. « Comment ça tient » demanda-t-elle d'une voix rauque. « Comme prévu » répondit Maya. « Les supports bougent avec le vent, pas contre lui. Mais ce que nous subissons dépasse toutes mes simulations. » Un grondement monstrueux fit trembler le sol. Des cris éclatèrent près des fenêtres. Maya courut et aperçut, horrifiée, une camionnette tordue glissant dans un torrent de boue là où se trouvait autrefois Maple Street. Les canalisations avaient cédé, l'eau déferlait dans les rues comme une bête déchaînée. James Morrison surgit soudain du fond de la pièce. L'homme, autrefois si arrogant, semblait méconnaissable. Maya. La maison de ma famille, celle que mon père a construite de ses mains, elle a disparu. Il peinait à articuler, le souffle court. On disait qu'elle était solide comme le roc. Mais elle s'est envolée, comme du papier. Maya posa une main sur son épaule. Ce n'est qu'une maison, James. L'important, c'est que ta famille soit vivante. Comment savais-tu ? Balbutia-t-il. Comment pouvais-tu savoir que tout ça ne tiendrait pas ? Avant qu'elle ne puisse répondre, un garçon surgit de la zone radio, haletant. Maya. Des gens sont piégés dans le vieux bureau des mines. Une trentaine. La route est coupée, ils ne peuvent pas venir ici, et le bâtiment commence à s'inonder. Le sol se fissure. Un silence pesant s'abattit. Maya ferma les yeux un instant, rassemblant ses pensées. Le bureau des mines, une construction d'un autre siècle, sans ancrage profond, sans renfort. Une tombe en attente. Combien de temps avant qu'on perde contact, demanda-t-elle. 1 heure, peut-être moins, répondit Timothy. Elle regarda autour d'elle ces visages qu'elle connaissait désormais. Ces vies suspendues au bruit du vent. Alors on n'attend pas, dit-elle. On va les chercher. Personne ne discuta. Le respect s'était imposé naturellement. Dans ce vacarme d'enfer, Maya devint leur repère, la voix qui donnait sang au chaos. Et tandis qu'il se préparait à affronter de nouveau la tempête, un éclat de foudre illumina la vallée. Les montagnes semblaient respirer, vivantes. Furieuses, magnifiques. Maya inspira profondément, sentant la chaleur du bois vibrer sous sa paume. « Tiens bon, vieil ami » murmura-t-elle à sa création. « Tiens bon, encore un peu. » Dehors. Le monde se disloquait. Dedans, une nouvelle ère prenait racine née de la flexibilité, de la foi, et du courage d'une femme qu'on avait trop longtemps refusé d'écouter. La tempête de Pine Ridge. La tour radio vacillait dangereusement dans la nuit hurlante. À l'intérieur de l'abri, Maya scrutait les visages familiers de ceux qu'elle avait appris à connaître au fil des mois. Ces hommes et ces femmes lui avaient confié leur vie, elle, l'étrangère aux idées folles sur l'architecture flexible. Et maintenant, elle devait faire un choix impossible. « Je dois aller les aider. » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Absolument pas » répliqua aussitôt le docteur Chen. « C'est du suicide » ajouta Tom, qui avait entendu. « Tu ne peux pas sauver tout le monde, Maya. Tu as déjà fait plus que ce qu'on pouvait espérer. » Mais elle ne l'écoutait plus. Déterminée, Maya s'était dirigée vers son kit d'urgence. Elle vérifiait le matériel de renforcement portatif qu'elle avait conçu pour ce genre de crise, des modules légers, inspirés de ses plus grands projets, capables d'être déployés en quelques minutes. Elle avait toujours espéré ne jamais s'en servir. Les gens ici sont en vie grâce au choix que nous avons fait ensemble, dit-elle en se tournant vers le petit groupe rassemblé autour d'elle. Mais ceux qui sont là-bas, ils vont mourir. Simplement parce qu'ils n'ont pas eu cette chance. Je ne peux pas vivre avec ça. Contre toute attente, James Morrison s'avança. Alors tu n'iras pas seul, déclara-t-il. Je ne comprends peut-être pas tes méthodes, mais je comprends ce que je te dois.
toute cette ville t'est redevable. James, tu n'es pas obligé. Si, je le suis. Et je connais mieux que quiconque les anciens tunnels de mine. Si on veut les atteindre, il faudra passer dessous. Un mélange d'espoir et de terreur traversa Maya. Les galeries minières pourraient offrir un abri contre les vents, mais elles risquaient aussi d'être submergées. Ce serait une course contre la montée des eaux, avec 30 vies suspendues au fil du temps. Dehors, la montagne rugissait comme un être vivant. À travers les fenêtres renforcées du refuge, les survivants regardaient, fascinés et horrifiés, les pins centenaires se briser comme des allumettes. Des blocs de pierre gros comme des voitures dévalaient les pentes, heurtant tout sur leur passage. Le vent hurlait, une voix de géant blessé, saturée de rage et de douleur. « Mon Dieu » murmura Tom Brennan en plaquant son visage contre la vitre épaisse. Lui, qui avait autrefois qualifié les méthodes de Maya de « suicide architectural », se tenait maintenant dans l'unique bâtiment qui le protégeait encore. Sa propre maison, construite selon toutes les normes officielles, avait disparu dès la première heure de la tempête. Maya circulait entre les réfugiés avec un calme méthodique. Elle vérifiait les capteurs structurels reliés à sa tablette. Les chiffres qui s'y affichaient auraient glacé le sang de n'importe quel ingénieur conventionnel, vent constant à plus de 320 km/h, rafales dépassant 400, secousses sismiques continues provoquées par les glissements de terrain. Et pourtant, l'édifice tenait bon. Le mur se comporte parfaitement, annonça TL. On observe une flexion maximale de 45 cm, bien en deçà de la tolérance prévue. Le docteur Elizabeth Carvey, la médecin du village, leva la tête de la jeune Sarah Hoffman dont elle immobilisait le bras cassé. 45 cm? Ce n'est pas dangereux? Maya esquissa un sourire. Elle se souvenait des visages sceptiques lors des réunions de la mairie, des ricanements quand elle parlait de structure souple. Les bâtiments rigides se brisent, docteur Carvey. Les structures flexibles plient, mais survivent. Le corps humain nous l'enseigne, les os cassent, mais le cartilage endure. À travers les grandes vitres, chefs-d'œuvre d'ingénierie qu'on avait moqués pour leur fragilité apparente, on voyait le centre communautaire de Millbrook s'effondrer lentement, englouti par la furie du vent. Ce bâtiment, fierté du comté, avait coûté des millions de fonds fédéraux et devait résister à tout. Il se repliait sur lui-même comme du carton mouillé. Jim Hoffman, le père de Sarah, resta pétrifié. Son magasin, fondé par son grand-père, n'était plus qu'un souvenir. Pourtant, sa fille était vivante. Son bras guérirait. C'était tout ce qui importait désormais. Maya, appela Théil. La voix étranglée. Je te dois des excuses. En fait, on t'en doit tous. La jeune femme leva les yeux, les cheveux collés par la sueur. En 2006, elle avait affronté 2 ans de moqueries et d'obstacles bureaucratiques pour ériger ce refuge. Le conseil municipal avait tenté d'arrêter le projet, le jugeant dangereux et non prouvé. Seul le vieux juge Martinez, s'appuyant sur une clause oubliée du droit foncier, lui avait permis de poursuivre. Aucune excuse n'est nécessaire, répondit-elle doucement. Vous protégiez votre communauté du mieux que vous pouviez. Mais son regard s'assombrit. Les données sur sa tablette révélaient un phénomène inquiétant. L'œil du cyclone commençait à dériver, suivant un schéma qu'elle connaissait trop bien pour l'avoir étudié dans ses travaux universitaires. Le pire n'était pas encore passé. Près du muret, le père Ali menait une prière à voix basse. Autrefois, il avait condamné le projet de Maya comme une offense à l'ordre naturel établi par Dieu. À présent, ses mains tremblantes serraient un chapelet poli par des décennies de ferveur. Dans l'oreillette de Maya, un grésillement se transforma soudain en une voix humaine. Centre d'urgence à Millbrook, vous me recevez? Ici Maya Chen, Millbrook Shelter, je vous entends. Maya, nous suivons la trajectoire. L'œil du cyclone passe sur votre position. Vous allez avoir un répit d'environ 20 minutes avant que le mur arrière ne frappe. Les modèles indiquent des vents à. Le message se perdit dans le bruit blanc. Base, répétée. Quelle vitesse prévue? La réponse, quand elle revint, glaça son sang. 270, peut-être 300 km/h. On n'a jamais rien vu de tel. Votre structure peut-elle
Encaissez ça? Maya regarda autour d'elle. Les enfants endormis contre leurs parents, les couples âgés enlacés, les visages fatigués mais confiants. Tous dépendaient d'elle. On va le découvrir. Ensemble, répondit-elle calmement. Le sol trembla sous ses pieds. Elle s'adossa au mur de son atelier, sentant les vibrations du monde extérieur comme des coups de tonnerre sous sa peau. La tempête n'était plus un phénomène naturel, c'était une bête enragée, une entité qui voulait effacer Pine Ridge de la carte. À travers la petite fenêtre, elle distinguait à peine les silhouettes des bâtiments sous la pluie horizontale. Pourtant, ses murs tenaient bon. Son système d'assemblage en bois entrelacé, perfectionné pendant des mois, absorbait chaque rafale, chaque impact. Là où une structure classique aurait cédé sous la contrainte, la sienne redistribuait les forces comme un organisme vivant. Ce que le conseil municipal avait raillé comme du tressage primitif devenait maintenant la clé de leur survie. Un craquement monstrueux retentit, suivi de cris. Maya attrapa sa radio d'urgence. Ici Maya, quelqu'un me reçoit? Du grésillement, puis la voix du shérif Morrison, haletante. Maya. Dieu merci. La moitié de la ville a été évacuée à l'école, mais le toit du gymnase vient de s'effondrer. 40 personnes. Piégées dans le sous-sol, et l'eau monte vite. Elle ferma les yeux un instant, calculant mentalement les dénivelés. L'école se trouvait dans la cuvette naturelle de la vallée, un piège mortel dans ces conditions. Le centre communautaire, répondit-elle. Il est sur un terrain plus élevé. J'ai renforcé la salle principale le mois dernier. Pouvez-vous y amener les gens? Impossible. Le pont d'Eagle Creek est détruit. Les bus ne peuvent pas traverser. Et la vieille route forestière? Emportée il y a 3 heures. Maya enfila sa veste, saisit son sac d'urgence. Je vais au ruisseau. Il y a peut-être un autre passage. Maya, tu es folle, tu ne peux pas. Elle coupa la radio et sortit. Le vent la frappa comme un mur. Solide. Chaque pas était une lutte. Des éclats de bois, des branches et des morceaux de toiture volaient dans les airs. Elle courba l'échine et avança vers le grondement de l'eau. Eagle Creek n'était plus un paisible filet d'eau, mais une bête écumante large de 6 mètres. L'eau brune charriait troncs et débris, avalant tout sur son passage. Le pont d'acier pendait, tordu. Ses câbles arrachés. La chaussée s'était effondrée. Mais Maya ne regardait pas le pont, elle observait les rives, évaluant distance et angle. 2 pins géants tenaient encore debout. Leurs racines ancrées dans la roche. Si elle parvenait à tendre quelque chose entre eux. Elle rebroussa chemin jusqu'à son atelier et rassembla tout ce qu'elle pouvait, poutres vertes, câbles souples, pièces de bois courbées. C'était du bois vivant, conçu pour fléchir, non pour casser. Travaillant avec une frénésie désespérée, elle commença à tresser les éléments ensemble, formant une passerelle flexible qui pourrait épouser les mouvements de la tempête sans se rompre. Chaque rafale menaçait de tout emporter. À plusieurs reprises, elle dut s'abriter contre le mur. Le souffle coupé, tandis que des éclats fusaient autour d'elle. Ses mains saignaient, ses yeux brûlaient sous la pluie battante, mais elle continuait. Les leçons tirées de ses recherches sur les ponts suspendus indigènes guidaient ses gestes. Le secret résidait dans le mouvement, ne pas résister à la nature, mais danser avec elle. Lorsque la passerelle prit enfin forme, fragile mais cohérente, Maya s'effondra un instant à genoux, haletante. Devant elle, l'ouvrage oscillait comme une créature vivante, chaque fibre vibrant sous la pluie. Elle savait que le moindre faux pas pouvait la condamner, mais elle savait aussi que, de l'autre côté, 40 personnes attendaient un miracle. La foudre illumina la vallée, révélant un monde en ruine. Maisons éventrées, forêts arrachées, routes disparues. Et au milieu de ce chaos, la silhouette solitaire de Maya Chen avançait pas à pas sur sa passerelle tressée, suspendue au-dessus des eaux. Furieuse, défiant la tempête elle-même. Chaque pas était une prière, chaque respiration une promesse, que la science, la foi et la volonté humaine pouvaient encore tenir tête à la fureur des éléments. Et dans l'abri de Millbrook, alors que le tonnerre éclatait comme un jugement dernier, les survivants sentaient que quelque part dans la nuit, une femme se battait pour prouver que la force véritable ne réside pas dans la rigidité du béton, mais dans la résilience du cœur.
Sous un ciel encore chargé des derniers lambeaux de tempête, Maya s'efforçait de reprendre son souffle. 2 heures plus tôt, elle avait commencé à tresser un passage de bois, un assemblage de troncs et de branches qu'elle liait entre eux avec la précision d'une ingénieure et la ferveur d'une survivante. Désormais, 20 pieds de passerelle improvisée s'étendaient devant elle, un ruban de vie fragile qu'elle tirait péniblement jusqu'au bord du torrent. Le ruisseau, autrefois paisible, s'était transformé en un monstre rugissant. L'eau déchaînée arrachait des pierres, faisait ployer les arbres et menaçait d'emporter tout ce qu'elle touchait. À plusieurs reprises, le vent s'engouffra dans la structure, faillit la lui arracher des mains. Maya s'agrippait de toutes ses forces, les muscles en feu, les doigts entaillés par la corde détrempée. Il lui fallut encore 30 minutes de lutte acharnée pour arrimer solidement une extrémité à un immense pin de sa rive. Grimper à cet arbre sous les rafales, avec la pluie fouettant son visage, relevait de la folie. La tempête semblait vouloir la rejeter, la secouer comme un fétu de paille. Mais elle tenait bon, animée par cette obstination farouche qui naît lorsque le salut des autres dépend de soi. L'autre rive, pourtant, paraissait inaccessible. Le courant y était trop violent, trop large. C'est alors qu'un souvenir surgit, l'arc de chasse aperçu dans la boutique de sport avant le désastre. Elle s'en empara. Attacha une cordelette de paracorde à une flèche lestée et tira. Le premier tir s'évanouit dans la tempête. Le second fut dévié par le vent. Le troisième, enfin, franchit la rivière et s'enfonça dans le tronc d'un arbre sur la rive opposée. Un fil ténu, mais suffisant pour guider la structure à travers le gouffre. Centimètre par centimètre, Maya fit glisser son pont de fortune au-dessus des flots. Hurlant. Le bois gémissait, oscillait, se tordait, mais avançait. Lorsqu'enfin l'autre extrémité toucha terre et fut solidement nouée, elle recula d'un pas et contempla son œuvre. Le pont tanguait. Dangereusement, vivant, vibrant, comme une créature qui respirait mais il tenait. Elle porta la main à sa radio, sa voix tremblant d'épuisement. Shérif Morrison, ici Maya. J'ai établi une passerelle sur Eagle Creek. Elle n'est pas très large, mais on peut passer à pied, un par un. Un long silence. Puis la voix grave du shérif, chargée d'incrédulité et d'émotion. Maya, vous venez peut-être de sauver 40 vies. Quand les premières silhouettes apparurent dans le vent et la pluie, avançant avec prudence sur le frêle ouvrage, Maya sentit une chaleur monter en elle. Un élan de fierté qu'aucune fatigue ne pouvait éteindre. La sagesse de sa grand-mère, celle qui lui avait enseigné de collaborer avec la nature plutôt que de la défier, venait de prouver sa valeur. À l'aube, les nuages se déchirèrent, laissant filtrer une lumière dorée. Le soleil, timide d'abord, se posa sur les ruines de Millbrook, révélant à la fois la dévastation et la survie. Maya ou Mia, comme certains la surnommaient, se tenait sur le porche de sa maison, cette structure qu'on avait enraillée. Son abri, construit sur des fondations profondes et des joints flexibles, avait résisté à la fureur de la montagne. Pas une fissure, pas un pan de mur déplacé. L'ouvrage semblait respirer la victoire tranquille de l'intelligence sur la peur. Mais ses yeux ne cherchaient pas la gloire. Ils se portaient sur la vallée en contrebas, là où les habitants sortaient lentement de leur refuge. Les portes s'ouvraient, des visages apparaissaient, incrédules, émerveillés d'être encore en vie. Le centre communautaire, l'école, la pension Henderson, la petite clinique, tous debout. Ces bâtiments, renforcés à la hâte selon ses plans, avaient tenu bon. Sarah, la conseillère municipale, traversait les rues encombrées de débris. Son visage portait la fatigue des veilles et des larmes, mais aussi un éclat nouveau. Celui du respect. Derrière elle venait Tom Fletcher, le bras en écharpe, le regard vibrant de gratitude. La famille Kowalski suivait, leurs 5 enfants sautillant d'impatience devant leur maison. Miraculeusement intacte. Même Harold Grimby, le plus farouche de ses détracteurs, avançait tête baissée, son chapeau entre les mains. Sarah fut la première à parler. Nous te devons des excuses. Maya. Non, bien plus que ça. Nous te devons nos vies. Maya descendit lentement les marches, ses bottes craquant sur les aiguilles de pin et les éclats de verre. Autour d'eux, la montagne portait les stigmates du cataclysme, arbres déracinés, coulés de boue, ravins creusés par la pluie. Pourtant, au cœur de ce chaos, Millbrook vivait encore.
vous ne me devez rien, répondit-elle d'une voix douce mais chargée d'émotion. Vous avez cru, vous avez construit, vous avez tenu. C'est cela qui nous a sauvés. Tom s'approcha à son tour, désignant sa maison d'un geste tremblant. L'ancien soubassement aurait cédé dès la première heure. Ma mère serait restée coincée dessous. Mais ton système d'ancrage, on aurait dit que la maison dansait avec le séisme au lieu de lutter contre lui. Un sourire fugace traversa le visage de Maya. Elle revoyait les semaines de doute, les réunions houleuses, les regards sceptiques. On l'avait traitée d'excentrique, de rêveuse, de théoricienne. Déconnectée. Pourtant, c'était cette folie-là qui avait sauvé le village. Les joints flexibles permettant aux murs de plier sans rompre. Les fondations profondes s'enracinant dans la roche vivante du massif. Les renforts inspirés des arbres, capables d'absorber la violence du vent en se courbant. Tout cela, la nature le lui avait enseigné. La montagne apprend la patience, murmura-t-elle. Ce sont les mots de mon grand-père. Mais elle enseigne aussi l'adaptation. Ici, tout ce qui ne plie pas finit par se briser. Docteur Elizabeth Chen sortit alors de la clinique, soutenant un vieil homme au crâne bandé. Le bâtiment médical, lui aussi, avait tenu bon, ses murs renforcés avaient protégé les plus fragiles. La médecin leva les yeux vers Maya et lui adressa un remerciement silencieux avant d'emmener son patient vers une maison intacte. Harold Grimby, mal à l'aise, s'éclaircit la gorge. J'avais tort à ton sujet, mademoiselle. Terriblement tort. Il désigna la partie du bourg qui n'avait pas eu le temps d'être consolidée, les toits effondrés, les murs brisés, les ruines fumantes du vieux bureau municipal. L'ancienne maison Miller, l'hôtel de ville, 3 maisons sur Elm Street, toutes bâties comme avant. Comme on l'a toujours fait. Et elles n'ont pas tenu. La tradition a sa place, répondit Maya avec douceur. Mais la montagne se moque des coutumes. Elle ne respecte que ce qui fonctionne. Au fil de la journée, l'ampleur du désastre et du miracle se révéla pleinement. Les bâtiments modifiés selon les techniques de Maya formaient de véritables îlots de stabilité dans un océan de ruines. Et surtout, pas une seule victime dans ces structures. Les familles s'y retrouvaient, les enfants riaient déjà. Parmi les décombres, la vie reprenait. Des voisins s'entraidaient pour dégager les chemins, reconstruire des clôtures, redresser des poteaux. Ce qui aurait pu être un jour de deuil devenait un jour d'espoir. Dans l'après-midi, un vrombissement annonça l'arrivée d'un hélicoptère. La mère, Patricia Wells, descendit, les traits tirés, la mine grave. Depuis le ciel, elle avait vu l'étendue des dégâts. Elle s'attendait à compter les morts. Combien de victimes, demanda-t-elle à Sarah, la voix dure. 7 blessés légers, répondit la conseillère. Aucune mort dans les structures renforcées. Les méthodes de Maya ont fonctionné exactement comme prévu. Le visage de la mère se figea, puis s'adoucit. Elle tourna son regard vers la jeune femme, celle que l'on avait autrefois traitée d'étrangère, de rêveuse. Je crois qu'il est temps d'envisager d'étendre cette approche à toutes les communautés de montagne. Nous aurons besoin de votre aide, Maya. Accepterez-vous ? Autour d'elle. Les habitants s'étaient rassemblés. Leur regard n'était plus plein de doute ni de moquerie, mais de reconnaissance, d'humilité, et d'une fierté partagée. Ils comprenaient enfin que la survie ne dépendait pas de la force brute, mais de la compréhension du monde qui les entourait. Maya leva les yeux vers les crêtes baignées de lumière. Les montagnes semblaient apaisées, comme si elles reconnaissaient enfin ceux qui avaient appris à les écouter. Oui, dit-elle simplement. Et dans ce mot résonnait à la fois la promesse d'un avenir reconstruit et la certitude qu'une nouvelle ère commençait, celle où la sagesse du vent, de la pierre et du bois guiderait les mains humaines.